Dans l'immensité de l'univers du savoir humain, existe un art aussi ancien qu'inspirant, l'art de parler en public. Des confins de l'histoire aux scènes les plus contemporaines, cet art a été le catalyseur de transformation, l'écho des idées les plus brillantes et le pont reliant les cœurs et les esprits. Plongé dans un voyage fascinant à travers les mots, où chaque syllabe est une note dans la symphonie de la compréhension et chaque geste est un coup de pinceau sur la toile de la persuasion. Dans ce récit, Dale Carnegie, le maître de l'éloquence et du charme, vous guidera sur les sentiers de la maîtrise de la parole publique. Imaginez un monde où chaque mot que vous prononcez a le pouvoir de déplacer des montagnes, où chaque pause est une opportunité pour captiver l'attention et où chaque histoire est un fil tissant la toile de l'inspiration. Dans cet univers de possibilités, vous apprendrez les secrets ancestraux de l'art oratoire, les techniques magiques de l'expression corporelle et les enchantements verbaux qui captiveront tout auditoire. Préparez-vous à vous plonger dans un océan de connaissances, où les vagues de la rhétorique vous porteront vers de nouvelles hauteurs de persuasion et de leadership. Découvrez comment transformer vos mots en outils de changement, comment surmonter la peur de la scène et comment devenir le narrateur de vos propres légendes. L'art de parler en public est sur le point de se révéler devant vous dans toute sa grandeur et son éclat. Êtes-vous prêt à libérer le pouvoir de votre voix et à conquérir le monde avec vos mots? Alors rejoignez-nous dans ce voyage extraordinaire vers le cœur même de l'éloquence. Dale Carnegie vous attend à bras ouverts, prêt à vous guider vers le sommet de l'art de parler en public. Oserez-vous relever le défi? Prologue. L'efficacité d'un livre est comme celle d'un homme dans un aspect important. Son attitude envers le sujet est la première source de son pouvoir. Un livre peut être rempli de bonnes idées bien exprimées, mais si son auteur aborde son sujet sous un angle erroné, même ses excellents conseils peuvent s'avérer inefficaces. Ce livre se tient ou tombe par l'attitude de ses auteurs envers son sujet. Si la meilleure façon de s'apprendre ou d'apprendre aux autres à parler en public avec efficacité est de se remplir l'esprit de règles et d'établir des normes fixes pour l'interprétation de la pensée, l'expression du langage, la réalisation des gestes et tout le reste, alors ce livre aura une valeur limitée aux idées égarées au fil de ses pages qui peuvent s'avérer utiles. Toutefois, s'il est perçu comme un effort pour imposer un ensemble de principes, il doit être considéré comme un échec, car cela n'est pas vrai. Il est donc d'une certaine importance pour ceux qui prennent ce volume avec l'esprit ouvert et voient clairement dès le début quelle est la pensée qui, à la fois sous-tend et se construit à travers cette structure. En termes simples, c'est ceci. La formation pour parler en public n'est principalement pas une question externe, ni une question d'imitation, ni un sujet de conformité aux normes. Parler en public, c'est parler en public, c'est-à-dire exprimer en public l'homme lui-même. Par conséquent, la première chose, tant en termes de temps que d'importance, est que l'homme soit et pense et ressente des choses qui valent la peine d'être exprimées. À moins qu'il n'y ait quelque chose de valeur à l'intérieur, aucun truc de formation ne peut faire du locuteur autre chose qu'une machine, bien qu'une machine hautement perfectionnée pour la livraison des biens d'autres hommes. Ainsi, le développement personnel est fondamental dans notre plan. Le second principe est proche du premier, l'homme doit diriger sa volonté pour qu'elle gouverne sa pensée, ses sentiments et toutes ses facultés physiques, de sorte que l'être extérieur puisse donner une expression parfaite et sans difficulté à l'intérieur. Il est inutile, affirmons-nous, d'établir des systèmes de règles pour le développement de la voix, de l'intonation, des gestes et autres, à moins que ces deux principes n'aient commencé, au moins, à se faire sentir dans la vie. Nous supposons que le troisième principe ne suscitera aucune discussion. Personne ne peut apprendre à parler s'il ne parle pas d'abord du mieux qu'il peut. Cela peut sembler être un cercle vicieux, mais il faut l'examiner. Beaucoup de professeurs ont commencé avec le « comment va ». Ce n'est pas un effort ancien que nous apprenons à faire dans la pratique. La première chose que le débutant en oratoire doit faire est de parler, non d'étudier la voix, les gestes et autres. Une fois qu'il a parlé, il pourra s'améliorer grâce à l'auto-observation ou en fonction des critiques de ceux qui l'écoutent. Mais comment pourrait-il se critiquer lui-même? Simplement en découvrant trois choses. Quelles sont les qualités qui, selon un consensus, composent un orateur efficace? Par quels moyens au moins certaines de ces qualités peuvent être acquises? Et quel mauvais habit de parole en lui-même s'oppose à ce qu'il acquiert et utilise les qualités qu'il considère comme bonnes? L'expérience, donc, n'est pas seulement le meilleur maître, mais le premier et le dernier. Cependant, l'expérience doit être une chose double.
l'expérience des autres doit être utilisée pour compléter, corriger et justifier notre propre expérience. De cette manière, nous deviendrons nos meilleurs critiques, mais seulement après nous être entraînés à l'autoconnaissance, à la connaissance de ce que pensent les autres esprits, et à la capacité de nous juger nous-mêmes selon les normes que nous avons appris à considérer comme correctes. Si je dois, disait Kant, je peux. Un examen du contenu de ce volume montrera la cohérence avec laquelle ces articles de foi ont été déclarés, exposés et illustrés. L'étudiant est encouragé à commencer à parler immédiatement de ce qu'il sait, puis on lui donne des suggestions simples pour l'autocontrôle, avec un accent progressivement croissant sur le pouvoir de l'homme intérieur sur l'extérieur. Ensuite, on lui indique le chemin vers les riches réserves de matériel et enfin, on l'exhorte à parler, 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 tout en appliquant ses propres méthodes de manière personnelle, celles qu'il a recueillies de sa propre expérience et observation, et des expériences enregistrées des autres. Il est donc clair dès le début que les méthodes sont des affaires secondaires, que l'esprit plein, le cœur chaleureux, la volonté dominante sont primaires, et non seulement primaires mais primordiales, car à moins que ce ne soit quelqu'un de plein qui utilise les méthodes, ce sera comme vêtir une image de bois avec les vêtements d'un homme. Narbert, 1er janvier 1915. L'art de parler en public. Le bon sens ne manque jamais d'offrir à ceux qui en sont dotés suffisamment de mots pour se faire comprendre. Il arrive trop souvent, dans certaines conversations comme dans les apothicaireries, que les pots vides ou contenant des substances de peu de valeur soient aussi soigneusement étiquetés que ceux remplis de drogues précieuses. Ceux qui s'élèvent trop haut tombent souvent avec force, il est donc préférable d'habiter un lieu bas et plat. Les arbres les plus hauts sont les plus exposés à la puissance des vents, et les hommes ambitieux aux rafales de la fortune. Les bâtiments ont besoin de bonnes fondations car ils sont exposés aux intempéries. William Penn. Chapitre 1. Acquérir de la confiance en public. Il y a une étrange sensation que l'on ressent souvent en présence d'un public. Cela peut venir du regard de nombreux yeux tournés vers l'orateur, surtout si celui-ci se permet de rendre ce regard de manière constante. La plupart des orateurs en ont été conscients à travers un frisson sans nom, une réalité tangible et évanescente, indescriptible, qui imprègne l'atmosphère. Tous les écrivains ont témoigné du pouvoir du regard d'un orateur pour impressionner le public. Cette influence que nous considérons maintenant est l'envers de cette image, le pouvoir que les yeux du public peuvent exercer sur lui, surtout avant qu'il ne commence à parler. Une fois que les feux intérieurs de l'oratoire s'allument, les yeux du public perdent toute leur terreur. William Pentergirl. Discours extemporanés. Les étudiants en oratoire se demandent continuellement « Comment puis-je surmonter la conscience de soi et la peur qui me paralyse devant le public ?» Avez-vous déjà remarqué, en regardant par la fenêtre du train, que certains chevaux broutent près de la voie et ne s'arrêtent même pas pour regarder les trains tonitruants, tandis que, juste devant, au passage à niveau suivant, la femme d'un fermier tente nerveusement de calmer son cheval effrayé pendant que le train passe? Comment peut-on guérir un cheval qui a peur des voitures? En le plaçant dans un champ, dans la forêt où il ne voit jamais de moteur à vapeur ou d'automobile, ou en le laissant paître là où il voit fréquemment ses machines. Appliquez le bon sens pour vous débarrasser de la timidité et de la peur. Confrontez-vous au public aussi souvent que possible et bientôt, vous ne serez plus timide. La peur de la scène ne disparaît pas en lisant un traité. Un livre peut vous donner d'excellentes suggestions sur la meilleure manière de se comporter dans l'eau, mais tôt ou tard, vous devrez vous mouiller, peut-être même vous étouffer et être à moitié mort de peur. Il y a beaucoup de maillots de bain sans eau utilisés sur la plage, mais personne n'apprend à nager avec eux. Se plonger est la seule manière. La pratique de parler devant un public tendra à éliminer toute peur des audiences, tout comme la pratique de la natation conduira à la confiance et à l'aisance dans l'eau. Il faut apprendre à parler en le faisant. L'apôtre Paul nous dit que chacun doit travailler à son propre salut. Tout ce que nous pouvons faire ici, c'est vous offrir des suggestions sur la meilleure manière de vous préparer à votre plongée. La véritable plongée, personne ne peut la faire pour vous. Un médecin peut prescrire, mais vous devez prendre le médicament. Ne vous découragez pas si au début, vous souffrez de peur de la scène. Dan Patch était plus susceptible de souffrir qu'un cheval de traînier. Se présenter devant le public ne fait jamais de mal à un idiot, car sa capacité de ressentir un coup qui tuerait un homme civilisé se guérit vite en un sauvage.
Plus nous montons dans l'échelle de la vie, plus grande est notre capacité à souffrir. Pour une raison ou une autre, certains maîtres de l'oratoire ne surmontent jamais complètement la peur de la scène, mais il est dans votre intérêt de ne ménager aucun effort pour la vaincre. Daniel Webster a échoué lors de sa première comparution et a dû prendre place sans terminer son discours parce qu'il était nerveux. Gladstone se sentait souvent troublé par la conscience de soi au début d'un discours. Bichet était toujours mal à l'aise avant de parler en public. Les maréchaux Ferrand enroulent parfois une corde autour du nez d'un cheval, et en lui infligeant ainsi un peu de douleur, distrait son attention du processus de ferrage. Une façon de chasser l'air d'un verre est de verser de l'eau. Laissez-vous absorber par votre sujet, appliquez le principe domestique du maréchal Ferrand. Quand vous parlez, si vous ressentez profondément votre sujet, vous ne pourrez pas penser à autre chose. La concentration est un processus de distraction des choses moins importantes. Il est trop tard pour penser à la coupe de votre manteau quand vous êtes déjà sur l'estrade. Donc, concentrez-vous sur ce que vous allez dire, remplissez votre esprit du matériel de votre discours, et comme l'eau remplit le verre, cela chassera vos peurs insubstantielles. La conscience de soi est une conscience excessive de soi-même, et pour le but de la prestation, le moi est secondaire par rapport à votre sujet, non seulement dans l'opinion du public mais, si vous êtes sage, dans la vôtre également. Tenir tout autre point de vue revient à se considérer comme une exposition plutôt que comme un messager avec un message qui vaut la peine d'être livré. Souvenez-vous du fameux traité « Un message à Garcia ». Le jeune homme s'est subordonné au message qu'il portait. Vous devez faire de même avec toute la détermination que vous pouvez rassembler. C'est du pur égoïsme de remplir votre esprit avec des pensées sur vous-même quand il y a quelque chose de plus grand, la vérité. Dites-vous cela avec fermeté et réprimandez votre conscience de soi pour qu'elle reste tranquille. Si le théâtre prenait feu, vous pourriez courir sur scène et crier des instructions au public sans aucune conscience de vous-même, car l'importance de ce que vous dites chasserait de votre esprit toutes les pensées de peur. Bien pire que la conscience de soi par peur de mal faire est la conscience de soi par la supposition de bien faire. Le premier signe de grandeur est lorsqu'un homme ne cherche pas à paraître ou à agir de manière grandiose. Avant que tu puisses te considérer comme un homme, selon Kipling, tu ne dois pas paraître trop bon ni parler trop sagement. Rien n'est aussi évident que la présomption. On peut être tellement plein de soi-même que l'on en devient vide. Voltaire a dit que nous devons cacher l'amour-propre, mais cela ne peut pas se faire. Tu sais que c'est vrai parce que tu as reconnu l'amour-propre démesuré chez les autres. Si tu l'as, les autres le voient en toi. Il y a des choses dans ce monde plus grandes que le moi, et en travaillant pour elles, le moi sera oublié, ou ce qui est mieux, il sera seulement rappelé pour nous aider à atteindre des objectifs plus élevés. J'ai quelque chose à dire. Le problème de nombreux orateurs est qu'ils se présentent devant le public avec l'esprit vide. Il n'est pas étonnant que la nature, qui abhorre le vide, les remplisse de ce qui est le plus proche, ce qui se traduit généralement par des pensées comme celle-ci. Je me demande si je fais bien les choses, comment sont mes cheveux, je sais que je vais échouer. Leurs âmes prophétiques sont sûres d'avoir raison. Il ne suffit pas d'être absorbé par le sujet pour acquérir de la confiance en soi, il faut avoir quelque chose en quoi avoir confiance. Si vous vous présentez devant un public sans aucune préparation ni connaissance préalable de votre sujet, vous serez conscient de vous-même. Vous devriez avoir honte de voler le temps de votre public. Préparez-vous, sachez de quoi vous allez parler, et en général, comment vous allez le dire. Ayez les premières phrases complètement élaborées pour ne pas avoir de difficulté à trouver les mots au début. Connaissez votre sujet mieux que vos auditeurs et vous n'aurez rien à craindre. Après vous être préparé au succès, attendez-vous à ce qu'il se produise. Soyez modestement confiant, mais surtout, ayez une modeste confiance intérieure. L'excès de confiance est mauvais, mais tolérer les pressentiments d'échec est encore plus nuisible, car un homme audacieux peut gagner l'attention par son propre comportement, tandis qu'un lâche au cœur de lapin invite le désastre. L'humilité n'est pas la dévalorisation personnelle que nous devons offrir en présence des autres. Contre cette interprétation ancienne, il y a eu une réaction moderne très salutaire. La véritable humilité doit être ressentie par tout homme qui se connaît bien lui-même, mais ce n'est pas une humilité qui suppose une douceur de verre. C'est plutôt une prière forte et vibrante pour un plus grand pouvoir de service,
Une prière que Foch n'aurait jamais pu prononcer. Washington Irving a présenté un jour Charles Dickens lors d'un dîner offert en son honneur. En plein discours, Irving hésita, se sentit embarrassé et s'assit maladroitement. S'adressant à un ami à côté de lui, il commenta « Je t'avais dit que j'allais échouer, et je l'ai fait. Si vous croyez que vous allez échouer, il n'y a pas d'espoir pour vous, vous le ferez. Débarrassez-vous de cette idée que vous êtes un pauvre ver dans la poussière. Vous êtes un Dieu avec des capacités infinies. Toutes les choses sont prêtes si l'esprit l'est. L'aigle regarde le soleil sans nuage en face. Assumez le contrôle de votre audience. Dans l'oratoire comme dans l'électricité, il y a une force positive et une force négative. Le facteur positif sera soit vous, soit votre public. Si vous assumez cette force, vous pourrez presque toujours obtenir ce que vous voulez. Si vous assumez la négative, vous serez certainement négatif. Assumez une vertu ou un vice le vitalise. Utilisez tout votre pouvoir et votre autodirection. Et souvenez-vous que bien que votre public soit infiniment plus important que vous, la vérité est plus importante que les deux car elle est éternelle. Si votre esprit faiblit dans votre leadership, l'épée tombera de vos mains. Votre présomption de pouvoir instruire, diriger ou inspirer une foule ou même un petit groupe de personnes peut vous horrifier comme une énorme insolence, ce qui peut effectivement arriver. Mais, ayant essayé de parler une fois, soyez courageux. Il est en vous d'être ce que vous voulez. Armez-vous de calme et de confiance, et rappelez-vous que votre audience ne vous fera pas de mal. À Liverpool, il aurait parlé derrière un écran de fil de fer, invitant le public à lancer les projectiles trop mûrs dont ils étaient chargés, mais il était un homme. Il a affronté ses auditeurs hostiles sans peur et les a gagnés. En affrontant votre public, arrêtez-vous un instant et observez-le. Il y a une chance sur 100 qu'il veuille que vous réussissiez, car quel homme serait assez stupide pour perdre son temps et peut-être son argent en espérant que vous gaspillerez son investissement en parlant sans passion? Suggestion finale, ne vous précipitez pas pour commencer. La précipitation démontre un manque de contrôle. Ne vous excusez pas. Cela ne devrait pas être nécessaire et si ça l'est, cela ne servira à rien. Allez-y, respirez profondément, détendez-vous et commencez avec un ton de conversation calme comme si vous parliez à un grand ami. Ce ne sera pas aussi mauvais que vous l'imaginiez. En réalité, c'est comme plonger dans de l'eau froide. Une fois dedans, l'eau est agréable. En fait, après avoir parlé quelques fois, vous anticiperez même la plongée avec plaisir. Être devant un public et les amener à suivre vos pensées est l'un des plus grands plaisirs que vous puissiez connaître. Au lieu de le craindre, vous devriez être aussi impatient que des limiers tirant sur leur laisse ou des chevaux de trait tirant sur leurs rênes. Alors, chassez la peur, car la peur, lorsqu'elle n'est pas maîtrisée, est lâche. Les braves connaissent la peur mais ne se rendent pas devant elle. Affrontez votre public avec courage, et si vos genoux tremblent, faites en sorte qu'ils se calment. Il y a une victoire pour vous et pour la cause que vous présentez. Allez la gagner. Supposons que Charles Martel ait eu peur de frapper les Sarrasins à Tours. Supposons que Colomb ait eu peur de s'aventurer dans l'inconnu. Supposons que nos ancêtres aient été trop timides pour s'opposer à la tyrannie de Georges III. Supposons que tout homme ayant fait quelque chose qui en valait la peine ait été un lâche. Le monde doit son progrès aux hommes qui ont osé, et vous devez oser dire la parole efficace qui est dans votre cœur, car souvent il faut du courage pour prononcer une seule phrase. Mais rappelez-vous que les hommes n'érigent pas de monuments ni ne tissent de lauriers pour ceux qui ont peur de faire ce qu'ils peuvent. Vous dites que tout cela est antipathique. Ce dont vous avez besoin, ce n'est pas de la sympathie, mais d'un coup de pouce. Personne ne doute que le tempérament, les nerfs, la maladie et même la louable modestie peuvent, séparément ou combinés, faire pâlir la joue de l'orateur devant le public. Mais personne ne peut non plus douter que ces mêmes éléments augmenteront cette faiblesse. La victoire réside dans un état d'esprit intrépide. Le professeur Walter Scott dit que le succès ou l'échec dans les affaires est dû davantage à l'attitude mentale qu'à la capacité mentale. Détachez-vous de l'attitude de peur, acquérez l'attitude de confiance et rappelez-vous que la seule façon de l'acquérir est de le faire. Dans ce chapitre fondateur, nous avons tenté de donner le ton de beaucoup de ce qui suivra. Beaucoup de ces idées étaient développées et renforcées de manière plus spécifique,
Mais à travers tous ces chapitres sur un art que M. Gladstone croyait plus puissant que la presse publique, la note de confiance en soi justifiée doit être répétée encore et encore. Questions et exercises. Quelle est la cause de l'autoconscience? Pourquoi les animaux en sont-ils exempts? Quelle est votre observation sur la conscience de soi chez les enfants? Pourquoi en êtes-vous libre sous l'effet d'une excitation inhabituelle? Comment une excitation modérée vous affecte-t-elle? Quels sont les 2 prérequis fondamentaux pour acquérir la confiance en soi? Lequel est le plus important? Quel effet la confiance de l'orateur a-t-elle sur le public? Écrivez un discours de 2 minutes sur la confiance et la lâcheté. Quel effet ont les habitudes de pensée sur la confiance? À cet égard, lisez le chapitre Pensée correcte et personnalité. Écrivez très brièvement toute expérience que vous avez eue en relation avec les enseignements de ce chapitre. Donnez une causerie de 3 minutes sur le trac, en incluant une imitation amicale de 2 ou plusieurs victimes. Chapitre 2. Le péché de la monotonie. Un jour, l'ennui est né de la monotonie. Notre mot espagnola evolue au fil de ans. De sorte que de nombreux mots signifiant maintenant plus chuialis in ilu faisaient à l'origine. C'est le cas du mot monotone. De signifier avoir un seul ton, il en est venu à signifier plus largement manque de variation. L'orateur monotone ne fait pas seulement bourdonnement avec le même volume et le même ton, mais utilise toujours la même emphase, la même vitesse, les mêmes pensées ou omet complètement la pensée. La monotonie, le péché capital et le plus commun de l'orateur public, n'est pas une transgression, mais plutôt un péché d'omission, car elle consiste à se conformer à l'aveu du livre de prière, « Nous avons omis de faire ce que nous aurions dû faire ». Emerson dit, « La vertu de l'art réside dans la séparation, en séparant un objet de la variété honteuse. » C'est précisément ce que l'orateur monotone ne fait pas. Il ne sépare pas une pensée ou une phrase d'une autre, toutes sont exprimées de la même manière. Dire que son discours est monotone peut signifier très peu pour vous, alors examinons la nature et la malédiction de la monotonie dans d'autres sphères de la vie, puis nous apprécierons mieux comment cela peut ruiner un discours par ailleurs bon. Si le gramophone de l'ancien appartement ne joue que 3 sélections encore et encore, il est assez sûr de supposer que votre voisin n'a pas d'autres disques. Si un orateur n'utilise que certaines de ses facultés, cela indique clairement que le reste de ses facultés ne sont pas développées. La monotonie révèle nos limites. La monotonie a un effet mortel sur la victime. Elle enlève l'éclat des joues et des yeux aussi rapidement que le péché, et conduit souvent à la vilainie. Le pire châtiment que l'ingéniosité humaine a été capable d'inventer est la monotonie extrême, l'isolement solitaire. Placer une bille sur la table et ne rien faire pendant 18 heures par jour, sauf déplacer cette bille d'un point à un autre et y revenir, vous rendra fou si vous continuez ainsi assez longtemps. Donc, cette chose qui raccourcit la vie et qui est utilisée comme le plus cruel des châtiments dans nos prisons est ce qui détruira toute la vie et la force d'un discours. Évitez-la comme vous éviteriez un ennui mortel. Les riches oisifs peuvent avoir une demi-douzaine de maisons, disposer de toute la variété d'aliments recueillis aux 4 coins de la terre et naviguer vers l'Afrique ou l'Alaska à leur guise, mais l'homme affecté par la pauvreté doit marcher ou prendre un tramway. Il ne peut pas choisir entre un yacht, une automobile ou un train spécial, il doit passer la majeure partie de sa vie à travailler et se contenter des produits de base du marché alimentaire. La monotonie et la pauvreté, que ce soit dans le discours ou dans la vie. Efforcez-vous d'augmenter la variété de votre discours tout comme un homme d'affaires s'efforce d'augmenter sa richesse. Les chants des oiseaux, les vallées des bois et les montagnes ne sont pas monotones, mais les longues rangées de façades en pierre brune et les kilomètres de rues pavées qui sont terriblement similaires le sont. La nature, dans sa richesse, nous offre une variété infinie, alors que l'homme, avec ses limitations, est souvent monotone. Revenez à la nature dans vos méthodes de parole. Le pouvoir de la variété réside dans sa capacité à donner du plaisir. Les grandes variétés du monde ont souvent été exprimées dans des histoires fascinantes comme Les Misérables. Par exemple, si vous voulez enseigner ou influencer les hommes, vous devez les plaire au début ou à la fin. Jouez la même note au piano encore et encore, cela vous donnera une idée de l'effet désagréable et discordant que la monotonie a sur l'oreille. Le dictionnaire définit monotone comme synonyme de lassant. Cela ne dit pas grand-chose, c'est un peu plus que cela, c'est une folie.
Le prince des grands magasins ne déplaît pas au public en jouant une seule mélodie avec Par Myers, au lieu de cela, il donne des récitals sur un orgue de 125 000 $, et les gens satisfaits se mettent naturellement à acheter. Comment vaincre la monotonie? Nous évitons la monotonie dans notre habillement en renouvelant nos armoires. Nous évitons la monotonie dans notre discours en multipliant nos facultés d'expression, en augmentant nos outils. Le menuisier a des outils spéciaux pour construire les différentes parties d'un bâtiment, l'organiste a certaines touches et registres qu'il manipule pour produire ses harmonies et effets. De la même manière, l'orateur dispose de certains instruments et outils avec lesquels il construit son argument, joue sur les sentiments et guide les croyances de son public. L'objectif des disciples suivants est de donner une idée de ces instruments et une aide pratique pour apprendre à les utiliser. Pourquoi les fils d'Israël n'ont-ils pas traversé le désert en limousine? Et pourquoi Noé n'avait-il pas de spectacle cinématographique et de machines parlantes dans l'arche? Les lois qui nous permettent de conduire une voiture produisent des images en mouvement ou de la musique sur le gramophone, elles auraient fonctionné alors comme aujourd'hui. C'était l'ignorance des lois qui privait l'humanité de nos commodités modernes. Pendant des siècles, de nombreux orateurs continuent d'utiliser des méthodes de charrette à béhuf dans leurs discours au lieu d'utiliser des méthodes de voiture. Ils ignorent les lois qui favorisent l'efficacité du discours. Seulement dans la mesure où vous considérez et utilisez les lois que nous allons examiner et apprendre à utiliser, vous aurez de l'efficacité et de la force dans votre discours. Et seulement dans la mesure où vous les ignorez, votre discours sera faible et inefficace. Nous ne pouvons pas insister assez sur la nécessité de maîtriser réellement ces principes. Ce ne sont que les fondements du succès de l'art oratoire. Obtenez vos principes, a dit Napoléon, et le reste est une question de détail. Il est inutile de ferrer un cheval mort et tous les principes solides de la chrétienté ne feront jamais un discours vivant d'un mort. Par conséquent, comprenez que parler en public n'est pas une question de maîtriser quelques règles mortes. La loi la plus importante du discours public est le besoin de vérité, de force, de sentiment et de vie. Oubliez tout le reste mais pas cela. Lorsque vous aurez maîtrisé la mécanique du discours telle que décrite dans les prochains chapitres, vous n'aurez plus de problème de monotonie. Le plein de ces principes et la capacité de les appliquer vous donneront une grande variété dans vos pouvoirs d'expression, mais ils ne peuvent pas être maîtrisés et appliqués en y pensant ou en les lisant. Vous devez pratiquer, pratiquer, pratiquer. Si personne ne vous écoute, écoutez-vous vous-même. Vous devez toujours être votre meilleur critique et le plus sévère de tous les principes techniques que nous exposons dans les chapitres suivants ne sont pas nos créations arbitraires, tous sont basés sur les pratiques que les bons orateurs et acteurs adoptent de manière naturelle et inconsciente ou sous instruction pour obtenir leurs effets. Il est inutile de dire à l'étudiant qu'il doit être naturel. Être naturel peut être monotone. La petite fraise dans l'Arctique avec quelques graines minuscules et un goût acide est une barrière naturelle, mais on ne peut la comparer à la variété améliorée que nous apprécions ici. Le chêne nain du frigo rocheux est naturel mais quelque peu pauvre comparé à l'arbre magnifique que l'on trouve dans les riches et humides terres du fond. Nous devons être naturels mais en améliorant les dons naturels jusqu'à ce qu'ils se rapprochent de l'idéal, car nous devons nous efforcer de réaliser une nature idéalisée dans le fruit, dans l'arbre et dans la parole. Questions et exercises. Quelles sont les causes de la monotonie? Donnez quelques exemples dans la nature. Cet exemple de la vie quotidienne de l'homme. Décrivez certains des effets de la monotonie dans les deux cas. Lisez à haute voix un discours sans prêter une attention particulière à son sens ou à sa force. Répétez-le après avoir bien assimilé sa matière et son esprit. Quelle différence remarquez-vous dans votre interprétation? Pourquoi la monotonie est-elle l'un des pires et des plus communs défauts des orateurs? Chapitre 3. Efficacité par l'accentuation et la subordination. En un mot, le principe de l'accentuation est mieux suivi en ne se souvenant pas de règles particulières mais en étant rempli d'un sentiment particulier. Soyez ce Baldwin. Écrire et parler, l'arme qui se disperse trop n'enferme pas les oiseaux. Le même principe s'applique au discours. L'orateur qui tire sa force et son accentuation au hasard dans une phrase n'obtiendra pas de résultat. Toutes les mots n'ont pas une importance particulière, donc seuls certains mots exigent un accent. Si vous dites Massachusetts et Minneapolis, vous n'accentuez pas chaque syllabe de manière égale,
mais vous frappez fort la syllabe accentuée et précipitez celles qui n'ont pas d'importance. Maintenant, pourquoi ce principe n'est-il pas appliqué lors de la prononciation d'une phrase? Dans une certaine mesure, cela se fait dans la parole ordinaire, mais cela se réalise dans le discours public, c'est là que la monotonie causée par le manque d'accent est si douloureusement évidente. En ce qui concerne l'accent, vous pouvez considérer le mot moyen comme un seul grand mot avec le mot important comme la syllabe accentuée. Notes si kasut, lu destin ne pon question de hazard, c'est une question de choix. On pourrait également dire le destin est une question de hasard, en accentuant chaque syllabe de manière égale, comme pour mettre le même accent sur chaque mot des phrases précédentes. Dites-le à voix haute et voyez. Bien sûr, vous voudrez mettre l'accent sur destin car c'est l'idée principale de votre déclaration, et vous mettrez certainement l'accent sur non, sinon vos auditeurs pourraient penser que vous affirmez que le destin est une question de hasard. Bien sûr, vous devez mettre l'accent sur hasard car c'est l'une des deux grandes idées de la déclaration. Une autre raison pour laquelle hasard acquiert de l'accent est qu'il est opposé au choix dans la phrase suivante. Évidemment, l'auteur a contrasté ces idées délibérément pour les rendre plus emphatiques, et ici nous voyons que le contraste est l'un des premiers moyens pour gagner de l'accent. En tant qu'orateur public, vous pouvez aider cet accent de contraste avec votre voix. Si vous dites « mon cheval est noir », quelle couleur vous vient immédiatement à l'esprit? Le blanc, naturellement, car c'est le contraire du noir. Si vous voulez faire ressortir l'idée que le destin est une question de choix, vous pouvez le faire de manière plus efficace en disant d'abord que le destin n'est pas une question de hasard. Est-ce que la couleur du cheval n'est pas imposée avec plus d'accent quand on dit « mon cheval n'est pas noir », il est blanc que lorsque vous affirmez simplement que votre cheval est blanc? Dans la deuxième phrase de la déclaration, il n'y a qu'un seul mot important, c'est le seul mot qui définit la qualité du sujet qui est traité et l'auteur de ces lignes voulait le souligner emphatiquement comme il l'a démontré en le contrastant avec une autre idée. Toutes les mots n'ont pas une importance particulière, donc seuls certains mots exigent un accent. Si vous dites Massachusetts et Minneapolis, vous n'accentuez pas chaque syllabe de manière égale, mais vous frappez fort la syllabe accentuée et précipitez celles qui n'ont pas d'importance. Maintenant, pourquoi ce principe n'est-il pas appliqué lors de la prononciation d'une phrase? Dans une certaine mesure, cela se fait dans la parole ordinaire, mais cela se réalise dans le discours public, c'est là que la monotonie causée par le manque d'accent est si douloureusement évidente. En ce qui concerne l'accent, vous pouvez considérer le mot moyen comme un seul grand mot avec le mot important comme la syllabe accentuée. Notes si kasut, lu destin ne pon question de hazard, c'est une question de choix. On pourrait également dire le destin est une question de hasard, en accentuant chaque syllabe de manière égale, comme pour mettre le même accent sur chaque mot des phrases précédentes. Dites-le à voix haute et voyez. Bien sûr, vous voudrez mettre l'accent sur destin car c'est l'idée principale de votre déclaration, et vous mettrez certainement l'accent sur non, sinon vos auditeurs pourraient penser que vous affirmez que le destin est une question de hasard. Bien sûr, vous devez mettre l'accent sur hasard car c'est l'une des deux grandes idées de la déclaration. Une autre raison pour laquelle hasard acquiert de l'accent est qu'il est opposé au choix dans la phrase suivante. Évidemment, l'auteur a contrasté ces idées délibérément pour les rendre plus emphatiques, et ici nous voyons que le contraste est l'un des premiers moyens pour gagner de l'accent. En tant qu'orateur public, vous pouvez aider cet accent de contraste avec votre voix. Si vous dites « mon cheval est noir », quelle couleur vous vient immédiatement à l'esprit? Le blanc, naturellement, car c'est le contraire du noir. Si vous voulez faire ressortir l'idée que le destin est une question de choix, vous pouvez le faire de manière plus efficace en disant d'abord que le destin n'est pas une question de hasard. Est-ce que la couleur du cheval n'est pas imposée avec plus d'accent quand on dit « mon cheval n'est pas noir », il est blanc que lorsque vous affirmez simplement que votre cheval est blanc? Dans la deuxième phrase de la déclaration, il n'y a qu'un seul mot important, c'est le seul mot qui définit la qualité du sujet qui est traité et l'auteur de ces lignes voulait le souligner emphatiquement comme il l'a démontré en le contrastant avec une autre idée. Ces lignes seront lues ainsi. Le destin n'est pas une question de hasard, c'est une question de choix. Maintenant, écoutez ceci à nouveau. Je frapperai les mots en majuscules avec plus de force. Dans presque toutes les phrases, il y a quelques mots pics de montagne qui représentent les grandes et importantes idées. Lorsque vous prenez le journal du soir, vous pouvez savoir en un coup d'œil quels sont les articles de presse importants, grâce à l'éditeur.
Il ne rapporte pas un vol à main armée à Hong Kong avec la même taille de caractère qu'il utilise pour informer de la mort de 5 pompiers dans votre ville. La taille des caractères est son dispositif pour montrer l'accent. Parfois, même avec des titres en rouge, il met en évidence les nouvelles les plus frappantes du jour. Ce serait une grande aide pour l'élaboration des discours si les orateurs maintenaient l'attention de leur public de la même manière et mettaient en évidence uniquement les mots qui représentent les idées importantes. L'orateur moyen prononcera les lignes précédentes sur le destin avec à peu près le même accent sur chaque mot. Au lieu de dire c'est une question de choix, il dira c'est une question de choix ou c'est une question de choix. Les deux sont également mauvais. Charles Dana, le célèbre rédacteur en chef du New York Sun, a dit à l'un de ses reporters que s'il voyait un chien mordre un homme dans la rue, il ne prêterait pas attention. Le journal ne pouvait pas se permettre de perdre le temps et l'attention de ses lecteurs sur des événements sans importance. Mais, a dit M. Dana, si tu vois un homme mordre un chien, reviens vite au bureau et écris l'article. Bien sûr que c'est une nouvelle, c'est quelque chose d'inhabituel. Maintenant, l'orateur qui dit c'est une question de choix met trop l'accent sur des choses qui n'ont pas plus d'importance pour les lecteurs métropolitains qu'une morsure de chien. Et quand il ne met pas l'accent sur le choix, c'est comme le reporter qui néglige l'homme qui mord un chien. L'orateur idéal fait ressortir ces grands mots comme les pics des montagnes. Ces mots sans importance s'enfoncent comme les lits des ruisseaux. Ces grands pensées s'élèvent comme d'énormes chaînes. Ces idées sans valeur spéciale sont simplement comme l'herbe qui entoure l'arbre. De tout cela, nous pouvons déduire ce principe important. L'accent est une question de contraste et de comparaison. Récemment, le New York American a publié un éditorial d'Arthur Brisbane. Remarquez ce qui suit, imprimé avec la même police de caractère que ce qui est donné ici. Nous ne savons pas ce que le président a pensé quand il a reçu ce message, ni ce que l'éléphant pense quand il voit la souris. Mais nous savons ce que le président a fait. Les mots pensés et faits attirent immédiatement l'attention du lecteur parce qu'ils sont différents des autres, pas spécialement parce qu'ils sont plus grands. Même si tous les autres mots de cette phrase étaient 10 fois plus grands qu'eux et que faits et pensés restaient à leur taille actuelle, ils resteraient emphatiques parce qu'ils sont différents. Prenons le passage suivant du roman de Robert Chambers, David Business of Life. Les mots Tutenia-Tandria sont tous emphatiques car ils ont été différenciés. Il la regarda avec un étonnement furieux. Eh bien, comment appelles-tu ça, si ce n'est pas de la lâcheté, se faufiler et épouser une fille sans défense comme celle-ci? Tu espérais que je te donnerais l'occasion de me détruire et de polluer l'esprit de Jacqueline. Si j'avais été coupable de ce dont tu m'accuses, ce que j'aurais fait aurait été de la lâcheté. Si cela n'est pas justifié, un bus de la 5e avenue attirerait l'attention de Minnie Fork à New York, tandis que l'un des attelages de BUF passant fréquemment par là attirerait l'attention sur la 5e avenue. Pour mettre un mot en évidence, prononcez-le différemment des mots qui l'entourent. Si vous avez parlé à voix haute, prononcez le mot en évidence dans un murmure concentré et vous aurez un accent intense. Si vous avez parlé rapidement, allez très lentement sur le mot en évidence. Si vous avez parlé à voix basse, sautez à un ton plus élevé sur le mot en évidence. Si vous avez parlé à voix haute, passez à un ton plus bas sur les idées en évidence. Lisez les chapitres sur l'intonation, le sentiment, la pause, le changement de ton et le changement de rythme, chacun vous expliquant en détail comment obtenir l'accent en utilisant un principe spécifique. Dans ce chapitre, cependant, nous ne considérons qu'une seule forme d'accent, celle d'appliquer de la force aux mots importants et de subordonner les mots sans importance. N'oubliez pas, c'est l'un des principaux moyens que vous devez continuellement employer pour obtenir vos effets. Ne confondons pas le bruit avec l'accent. Crier n'est pas un signe de sérieux, d'intelligence ou de sentiment. Le type de force que nous voulons appliquer aux mots en évidence n'est pas totalement physique. Il est vrai que le mot en évidence peut être prononcé plus fort ou plus doux, mais la véritable qualité désirée est l'intensité. La gravité doit venir de l'intérieur vers l'extérieur. Hier soir, un orateur a dit « La malédiction de ce pays n'est pas le manque d'éducation, c'est la politique ». Il a souligné la malédiction, le manque d'éducation et la politique. Les autres mots ont été précipités et n'ont pas reçu de considération comparée.
Le mot politique a été prononcé avec un grand sentiment tandis qu'il frappait ses mains avec indignation. Sun emphase etate aussi correct que puissani, concentrant tout notre attention sur les mots que signifient quelque chose plutôt que de les maintenir sur de mots comme ceci. Que penseriez-vous d'un guide qui accepterait de montrer New York à un étranger, puis passerait son temps à visiter des blanchisseries chinoises et des cireurs de chaussures dans les rues secondaires? Il n'y a qu'une excuse pour qu'un orateur demande l'attention de son public, il doit avoir la vérité ou le divertissement pour eux. S'il fatigue leur attention avec des futilités, il ne leur restera ni vivacité ni désir quand il abordera les mots importants de Wall Street et des gratte-ciel. Vous n'arrêtez pas ces petits mots dans votre conversation quotidienne parce que vous n'êtes pas ennuyé par la conversation. Appliquez la méthode correcte du discours quotidien à la tribune. Comme nous l'avons souligné ailleurs, parler en public ressemble beaucoup à une conversation élargie. Parfois, pour obtenir un grand accent, il est conseillé de mettre l'accent sur chaque syllabe d'un mot, comme absolument dans la phrase suivante, « Je refuse absolument de céder à ta demande ». De temps en temps, ce principe doit être appliqué à une phrase emphatique en soulignant chaque mot, ce qui est un bon moyen de susciter une attention particulière et offre une agréable variété. Le remarquable climax de Patrick Henry pourrait être prononcé de cette manière très efficace. « Donne-moi la liberté ou donne-moi la mort ». La partie en italique de ce qui suit pourrait également être prononcée avec cette emphase sur chaque mot. Bien sûr, il y a de nombreuses façons de l'exprimer. Celle-ci n'est qu'une des nombreuses interprétations qui pourraient être choisies. Sachant le prix que nous devons payer, le sacrifice que nous devons faire, les charges que nous devons porter, les assauts que nous devons endurer, sachant très bien le coût, nous nous préparons à la guerre parce que nous connaissons la justice de notre cause et nous savons aussi son triomphe sur de paix et de prospérité autour. Devant la Convention nationale de Chicago du Parti progressiste, mettre fortement l'accent sur un seul mot a tendance à faire surgir son antithèse. Observez comment le sens change simplement en composant l'accent sur différents mots dans la phrase suivante. Les expressions parenthétiques ne seraient pas vraiment nécessaires pour compléter les mots emphatiques. J'avais l'intention d'acheter une maison ce printemps, même si tu ne l'avais pas. J'avais l'intention d'acheter une maison ce printemps, mais quelque chose l'en a empêché. J'avais l'intention d'acheter une maison ce printemps au lieu de la louer comme jusqu'à présent. J'avais l'intention d'acheter une maison ce printemps et non une voiture. J'avais l'intention d'acheter une maison ce printemps au lieu de la prochaine. J'avais l'intention d'acheter une maison ce printemps au lieu de cet automne. Lorsqu'une grande bataille est rapportée dans les journaux, on n'insiste pas encore et encore sur les mêmes faits. On cherche à obtenir des informations nouvelles, un nouvel angle. Les nouvelles qui occupent une place importante dans l'édition du matin sont reléguées à un petit espace dans l'édition de l'après-midi. News interessants UX nouvelles IDs et UX nouveau fait. Ce principe est très important pour déterminer votre accent. N'insistez pas sur la même idée encore et encore à moins que vous ne vouliez y mettre un accent supplémentaire. Le sénateur Thurston voulait mettre l'accent maximum sur la force dans son discours à la page 50. Observez comment la force est soulignée à plusieurs reprises. Cependant, en règle générale, la nouvelle idée, le nouvel angle, que ce soit un rapport de bataille journalistique ou une énonciation de vos idées par un orateur, est emphatique dans la sélection suivante. Tous les hommes ont des yeux, mais cet homme demande des yeux plus grands. Cet homme avec l'œil le plus grand dit qu'il découvrira de nouvelles étoiles et soleils. De nouvelles étoiles et soleils ne sont pas emphatiques comme le mot plus grand. Pourquoi? Parce que nous attendons d'un astronome qu'il découvre des corps célestes et non des recettes de cuisine. Les mots « la République a besoin » dans la phrase suivante sont emphatiques, ils introduisent une nouvelle idée importante. Les républiques ont toujours eu besoin d'hommes, mais l'auteur dit qu'elle a besoin de nouveaux noms. Nouveau est emphatique car il introduit une nouvelle idée. De même, terre, grain, outils sont aussi emphatiques. Les mots les plus emphatiques sont mis en italique point dans cette sélection. Y a-t-il d'autres phrases que tu soulignerais? Pourquoi? L'ancien astronome a dit « Donnez-moi un œil plus grand et je découvrirai de nouvelles étoiles et soleils ». C'est ce dont la République a besoin aujourd'hui. Des hommes nouveaux, des hommes sages avec la terre, les grains, les outils. Si Dieu levait pour le peuple 2 ou 3 hommes comme Watt Fulton MC Cormick,
Il vaudrait plus pour l'État que pour le trésor appelé Californie ou Mexique. Et la véritable suprématie de l'homme repose sur sa capacité d'éducation. L'homme est unique dans la durée de son enfance, ce qui signifie la période de plasticité et d'éducation. L'enfance d'un papillon, la distance entre l'éclosion du rouge-gorge et sa maturité, représente quelques heures ou quelques semaines, mais entre le berceau de l'homme et sa citoyenneté par 20 ans de croissance, cette enfance prolongée permet de transmettre à l'enfant tout l'acquis accumulé par les races et les civilisations au fil des millénaires. Anonyme. Tu dois comprendre qu'il n'y a pas de règle d'accentuation stricte. Il n'est pas toujours possible de déterminer quelle parole doit être accentuée, et laquelle doit être subordonnée. Un orateur donnera une interprétation à un discours, un autre orateur utilisera un accent différent pour donner une interprétation différente. Personne ne peut dire qu'une interprétation est correcte et l'autre incorrecte. Ce principe doit être pris en compte dans tous nos exercices. Ici, ta propre intelligence doit te guider, et en grande partie pour ton propre bénéfice. Questions et exercises. Qu'est-ce que l'accentuation? Décris une méthode pour briser la monotonie de la pensée et de la présentation. Quelle est la relation entre cela et l'utilisation de la voix? Quels mots doivent être accentués et lesquels doivent être subordonnés dans une phrase? Quel est l'effet du manque d'accentuation? Quand est-il permis de souligner tous les mots d'une phrase? Observe l'accentuation et la subordination dans une conversation ou un discours que tu as entendu. Sont-ils également utilisés? Pourquoi? Peux-tu suggérer des améliorations? Découpe dans un journal ou une revue le reportage d'un discours ou un éloge biographique, souligne le passage pour l'accentuer, et apporte-le en classe. Dans le passage suivant, apporterais-tu des modifications aux marques de l'auteur pour accentuer davantage certains éléments? Pourquoi? Note que touts les mots marques en exigent pas le même degré d'accentuation. Dans une large variété d'accentuation et de nuances de gradation réside l'excellence du discours emphatique. À quel mot donnerais-tu de l'accent? Chapitre 4, Efficacité par le changement de ton. Il parle n'est rien d'autre qu'une forme modifiée du chant. La principale différence réside dans le fait que dans le chant, les sons vocaliques sont prolongés et les intervalles sont courts, tandis que dans la parole, les mots sont prononcés dans ce que l'on pourrait appeler des tons staccato. Les voyelles ne sont pas spécialement prolongées et les intervalles entre les mots sont plus définis. Le fait que dans le chant nous ayons une plus grande gamme de tons ne la distingue pas vraiment de la parole ordinaire. Dans la parole, nous avons également une variation de tons, et même dans la conversation ordinaire, il y a une différence de 3 à 6 demi-tons, comme je l'ai constaté dans mes recherches, et chez certaines personnes, la gamme est aussi large qu'une octave. William Shepgrid, Popular Science. Le ton, comme tout le monde le sait, indique la position relative d'un ton vocal haut, moyen, bas ou toute variation entre les deux. Dans le discours public, cela s'applique non seulement à une seule déclaration, comme une exclamation ou un monosyllabe, mais à tout groupe de syllabes, de mots, voire de phrases qui peuvent être prononcées sur un seul ton. Il est important de noter cette distinction, car un orateur efficace ne change pas seulement le ton des syllabes successives, voir le chapitre 7 sur l'efficacité par l'inflexion, mais donne un ton différent aux différentes parties ou groupes de mots des phrases successives. C'est la phase du sujet que nous traitons dans ce chapitre. Tout changement de pensée exige un changement de ton de voix, car l'orateur suit la règle de manière consciente, inconsciente ou subconsciente. C'est la base logique sur laquelle repose toute bonne variation de la voix, et pourtant, cette loi n'est souvent pas respectée par les orateurs publics. Un délinquant peut ignorer une loi de l'État sans être détecté ni puni, mais l'orateur qui ne respecte pas cette norme subit immédiatement sa peine dans sa perte d'efficacité, tandis que ses innocents auditeurs doivent supporter la monotonie. La monotonie n'est pas seulement un péché de l'auteur, comme nous l'avons démontré, mais aussi un fléau pour les victimes. Le changement de ton est un problème pour presque tous les débutants et aussi pour de nombreux orateurs expérimentés. Cela est particulièrement vrai lorsqu'ils ont mémorisé les mots du discours. Si vous voulez entendre à quoi ressemble la monotonie du ton, appuyez sur la même note sur le piano encore et encore. Votre voix a une gamme de tons allant des plus aigus aux plus graves, avec une multitude de nuances entre les extrêmes. Avec toutes ces notes disponibles, il n'y a pas d'excuse pour offenser les oreilles et le goût de votre public en utilisant continuellement la même note.
Il est vrai que la répétition du même ton en musique, comme dans le point de pédale d'une composition pour orgue, peut devenir le fondement de la beauté, car l'harmonie tissée autour de ce ton de base produit une qualité constante et insistante qui n'est pas ressentie dans la simple variété de séquences d'accords. De même, la voix chantée lors d'un rituel peut, bien qu'elle le fasse rarement, posséder une beauté solennelle. Cependant, l'orateur public devrait éviter la monotonie comme s'il s'agissait d'une maladie. Le changement continu de ton est la meilleure méthode de la nature. Dans notre quête des principes d'efficacité, nous devons continuellement retourner à la nature. J'ai vraiment écouté le chant des oiseaux. Laquelle de ces tribus emplumées est la plus agréable dans leurs efforts vocaux? Celle dont les voix, bien qu'elles soient douces, ont peu ou pas de portée, ou celles qui, comme le canari, l'alouette et le rossignol, non seulement ont une portée considérable, mais émettent leurs notes dans une variété continue de combinaisons. Même un gazouillis au ton doux, lorsqu'il est répété sans changement, peut devenir, pour l'auditeur, quelque chose de forcé. Les petits enfants, rarement, parlent avec un ton monotone. Observez les conversations des petits que vous entendez dans la rue ou à la maison et vous remarquerez les changements de ton continu. Le discours inconscient de la plupart des adultes est également rempli de variations agréables. Imaginez quelqu'un disant ce qui suit et considérez si les faits ne seraient pas indiqués. Rappelez-vous que nous ne parlons pas de l'intonation des mots individuels, mais du ton général dans lequel les phrases sont prononcées. Ton élevé, j'aimerais partir en vacances demain. Ton plus bas, cependant, j'ai beaucoup à faire. Ton plus élevé, bien que je suppose que oui, j'espère avoir le temps. Je ne partirai jamais. Répétez ceci d'abord dans les tons indiqués, puis tous dans le même ton, comme le feraient de nombreux orateurs. Observez la différence de naturalité de l'effet. L'exercice suivant doit être prononcé dans un ton de conversation avec de nombreux changements. Pratiquez jusqu'à ce que votre discours donne à un étranger dans la pièce voisine l'impression que vous parlez d'un incident réel avec un ami, plutôt que de prononcer un monologue mémorisé. Si vous avez des doutes sur l'effet obtenu, répétez-le à un ami et demandez-lui si cela sonne comme des mots mémorisés. Si c'est le cas, c'est une erreur. Jacques, j'ai entendu que tu as. Et tu l'as fait? Oui, je le sais. La plupart des hommes le font. J'ai moi-même essayé une fois, monsieur. Bien que vous voyez que je suis toujours célibataire. Et tu l'as rencontré? Tu me l'as raconté à Newport le mois dernier? Oui, et tu as décidé de lui poser la question lors d'une soirée? C'est ce que j'ai fait. Je suppose qu'ils ont quitté la salle de bal avec leur musique et leur lumière, parce qu'on dit que la flamme de l'amour est brillante dans l'obscurité de la nuit. Eh bien, vous avez marché ensemble sous le ciel étoilé, et avouez-le, vieux, vous étiez effrayé? Moi aussi, je l'étais. Alors vous avez marché sur la terrasse, vous avez vu comment la lumière de la lune d'été se répandait sur les eaux, tandis qu'elle ondulait sur le rivage, jusqu'à ce que vous ayez finalement rassemblé votre courage. Quand vous avez vu qu'elle n'était pas proche, vous vous êtes approché d'elle et vous lui avez dit que vous l'aimiez. C'est ce que j'ai fait. Eh bien, je n'ai pas besoin de poser plus de questions. Je suis sûr que je te souhaite beaucoup de bonheur. Pensez que je viendrai te voir quand tu seras marié. Mon garçon? Quand la lune de miel sera terminée et que vous vous serez installé, nous essaierons d'obtenir un refus. Vous l'avez refusé? J'ai été refusé aussi. Anonym. La nécessité de changer de ton n'est si évidente qu'elle devrait être comprise et appliquée immédiatement. Cependant, cela nécessite un exercice patient pour se libérer de la monotonie du ton. Dans une conversation naturelle, on pense d'abord à une idée, puis on trouve le mot pour l'exprimer. Dans les discours mémorisés, il est probable que les mots soient prononcés avant de penser à leur signification, et de nombreux orateurs semblent même peu se préoccuper de cela. Il n'est donc pas surprenant que l'inversion du processus inverse le résultat. Revenez à la nature dans vos méthodes d'expression. Lisez la sélection suivante de manière décontractée, sans vous arrêter pour réfléchir au sens réel des mots. Essayez à nouveau en étudiant attentivement la pensée que vous avez assimilée. Croyez en l'idée que vous souhaitez exprimer avec efficacité et imaginez un public devant vous. Regardez-le sérieusement dans les yeux et répétez cette vérité. Si vous suivez les instructions, vous remarquerez que vous avez fait de nombreux changements de ton.
Après plusieurs lectures, ce n'est pas le travail qui tue les hommes, c'est l'inquiétude. Le travail est sain. On ne peut guère imposer à un homme plus qu'il ne peut supporter. L'inquiétude est de la rouille sur la lame. Ce n'est pas la révolution qui détruit la machinerie, mais la friction, Henry Ward. Le changement de ton produit de l'accent. Cette affirmation est très importante. La variété dans le ton maintient l'intérêt de l'auditeur, mais l'une des façons les plus sûres d'attirer l'attention et d'obtenir un accent inhabituel est de changer brusquement et nettement le ton de la voix. Un grand contraste éveille toujours l'attention. Le blanc est plus blanc contre le noir. Un canon rugit plus fort dans le silence du Sahara que dans le tumulte de Chicago. Ce sont des exemples simples du pouvoir du contraste. Que va-t-il advenir du Congrès ensuite? Ton haut, je ne sais pas. Ton bas. Avec ce changement soudain de ton pendant un sermon, le docteur Newell Weasels a récemment obtenu un grand accent et a suggéré la gravité de la question qu'il avait posée. L'ordre précédent de changement de ton pourrait être inversé avec le même effet, bien que légèrement différent en termes de gravité. L'un ou l'autre de ces méthodes produit un accent lorsqu'il est utilisé avec intelligence, c'est-à-dire avec une appréciation de bon sens du type d'accent que l'on cherche à obtenir. En essayant ces contrastes de ton, il est important d'éviter les extrêmes désagréables. La plupart des orateurs ont un ton de voix trop élevé. Un des secrets de l'éloquence de M. Bryant est sa voix basse et grave. Shakespeare a dit qu'une voix douce, gentille et basse était une excellente chose chez une femme, et elle ne l'est pas moins chez un homme. Car une voix n'a pas besoin d'être éclatante pour être puissante, et elle ne doit pas l'être pour être agréable. Pour conclure, réaffirmons l'importance d'utiliser la variété des tons, en chantant en montant et descendant l'échelle, en touchant d'abord une note, puis une autre au-dessus ou en dessous. Faites de même en parlant. La pensée et le goût individuel doivent généralement être votre guide quant à l'endroit où utiliser un ton bas, modéré ou élevé. Questions et exercices. 1. Nommez 2 méthodes pour détruire la monotonie et gagner en force en parlant. 2. Pourquoi un changement continu de ton en parlant est-il nécessaire? 3. Observez vos tons habituels en parlant. Sont-ils trop élevés pour être agréables? Nous exprimons les pensées et émotions suivantes dans un ton bas ou élève. Lesquels peuvent être exprimés en ton haut ou bas? Émotion, victoire, défaite, tristesse, amour, affection, peur. Comment varie naturellement le ton en introduisant une expression explicative ou parenthétique? Si dites les lignes suivantes avec les variations de ton les plus marquées dictées par votre interprétation du sens. Essayez chaque ligne de 2 manières différentes. Laquelle est la plus efficace dans chaque cas et pourquoi? À quoi ai-je à gagner de toi? Compromettre notre nation dans un tel pacte serait une infamie. Autrefois, les fleurs diffusaient leur fragrance ici, mais maintenant, voyez les ravages de la guerre. Notez dans la phrase précédente où il serait préférable de changer de ton. 7. Faites un schéma d'une conversation que vous avez entendue, montrant où des tons hauts et bas ont été utilisés. Ces changements de ton étaient-ils conseillés? Pourquoi ou pourquoi pas? Chapitre 5. Efficacité par le changement de rythme. Écoutez comment il éclaire les points de la foi avec un bruit et un coup, maintenant doucement calme, maintenant sauvagement en colère. Il marche et saute. Roberts. Les Latins nous ont légué un mot qui n'a pas d'équivalent précis dans notre langue, donc nous l'avons accepté tel quel. C'est le mot tempo, et cela signifie le rythme du mouvement mesuré par le temps nécessaire à son exécution. Jusqu'à présent, son utilisation s'est largement limitée aux arts vocaux et musicaux, mais il ne serait pas surprenant d'entendre le tempo appliqué à des sujets plus concrets, car il illustre parfaitement le vrai sens du mot. Dire qu'une charrette de béhuf se déplace à un tempo lent et qu'un train express à un tempo rapide. Nos cannons tyrant 600 fois par minute. ILS tyrant on, tempo repeat. Tout musicien comprend ce principe. Il faut plus de temps pour chanter une demi-note que pour une octave. Le tempo est donc un élément très important dans le bon travail de la tribune, car lorsque l'orateur prononce tout un discours à peu près à la même vitesse, il se prive de l'un de ses principaux moyens d'accentuation et de puissance. Le lanceur de baseball, le lanceur de cricket ou le serveur de tennis connaissent la valeur du changement de rythme, du changement de tempo dans la livraison de leur balle,
et l'orateur public doit également observer son pouvoir. Le changement de rythme confère de la naturalité à la livraison, ou du moins l'apparence de naturalité, comme expliqué dans le chapitre sur la monotonie, est très souhaitable, et un changement continu de rythme contribuera grandement à l'établir. Monsieur Howard Lindsay, directeur de la scène de Miss Margarlin, a récemment dit à l'auteur présent que le changement de rythme était l'un des outils les plus efficaces de l'acteur. Bien que l'on doive admettre que les bouches recherchées de nombreux acteurs indiquent des miroirs obscurcis, l'orateur public ferait bien d'étudier l'utilisation du tempo par l'acteur. Cependant, il existe une source plus fondamentale et efficace pour étudier la naturalité, un trait qui, une fois perdu, est difficile à retrouver. Cette source est la conversation commune de tout cercle bien éduqué. C'est la norme que nous nous efforçons d'atteindre aussi bien sur scène que sur la plateforme, avec certaines différences qui apparaîtront bien sûr à mesure que nous avançons. Si l'orateur et l'acteur devaient reproduire avec une fidélité absolue chaque variation d'expression, chaque murmure, grognement, pause, silence et explosion de la conversation, tel que nous le trouvons typiquement dans la vie quotidienne, une grande partie de l'intérêt quitterait l'expression publique. La naturalité dans le discours public est quelque chose de plus que la reproduction fidèle de la nature. C'est la reproduction de ces parties typiques de l'œuvre de la nature qui sont vraiment représentatives du tout. L'écrivain d'histoire réaliste comprend cela en écrivant le dialogue, et nous devons en tenir compte lorsque nous recherchons la naturalité à travers le changement de tempo. Supposons que vous prononciez la première des phrases suivantes avec un rythme lent et la seconde rapidement, en observant à quel point l'effet est naturel. Ensuite, prononcez les deux avec la même rapidité et observez la différence. Je ne peux pas me souvenir de ce que j'ai fait de mon couteau. Maintenant, je me souviens que je l'ai donné à Marie. Dans ce fragment, nous pouvons observer que le changement de tempo se produit souvent dans la même phrase, car le tempo s'applique non seulement aux mots individuels, aux groupes de mots et aux groupes de phrases, mais aussi aux parties principales d'un discours public. Le changement de rythme évite la monotonie. Le canari dans la cage devant la fenêtre accroît la beauté et la grâce de son chant avec un changement continu de rythme. Si le roi Salomon avait été un orateur, il aurait sans aucun doute puisé la sagesse du chant des oiseaux sauvages ainsi que celle des moutons. Imaginez une chanson écrite uniquement avec des notes noires, imaginez une voiture avec une seule vitesse. Le changement de rythme produit de l'emphase. Tout changement de rythme est emphatique et attire l'attention. Vous pourriez à peine être conscient qu'un train de passagers est en mouvement lorsqu'il file sur les rails à 90 miles à l'heure, mais s'il diminue soudainement sa vitesse jusqu'à une marche de 10 miles, notre attention sera certainement attirée. Vous pourriez oublier que vous écoutez de la musique pendant le dîner, mais si l'orchestre augmente ou diminue son rythme de manière très marquée, votre attention sera immédiatement captée. Ce même principe permet de donner de l'emphase à un discours. Si vous avez un point que vous voulez faire comprendre à votre public avec force, faites un changement de rythme brusque et soudain, et ils ne pourront pas éviter de prêter attention à ce point. Récemment, l'auteur de ces lignes a vu une pièce de théâtre où ces mots étaient dits « Je ne veux pas que tu oublies ce que j'ai dit. Je veux que tu t'en souviennes le jour le plus long. Je m'en fiche si tu as 6 pistolets. » La partie avant le tiret a été prononcée à un tempo très lent, le reste a été dit à la vitesse de l'éclair. Pendant que le personnage auquel on s'adressait sortait un revolver, l'effet a été si emphatique que les lignes sont mémorisées 6 mois après, tandis que la majeure partie de la pièce s'est effacée de la mémoire. L'étudiant observateur verra ce principe appliqué par tous nos meilleurs acteurs dans leurs efforts pour mettre l'accent là où il le faut. Mais rappelez-vous que l'émotion du sujet doit justifier l'intensité de la manière, sinon l'effet sera ridicule. Trop d'orateurs publics impressionnent pour rien. La pensée, plus que les règles, doit vous guider lorsque vous pratiquez le changement de rythme. Il n'est souvent pas important quelle partie d'une phrase est prononcée lentement et quelle partie est prononcée rapidement. Est la principale chose à désirer est le changement en soi-même. Par exemple, dans la sélection de Damoff à la page 46, observez le dernier paragraphe. Inversez les instructions données, en livrant tout ce qui est marqué pour un temps lent rapidement, et tout ce qui est marqué pour un temps rapide lentement. Vous remarquerez que la force ou la signification du passage n'a pas été détruite. Cependant, de nombreux passages ne peuvent pas être changés en un tempo lent sans détruire leur force. Exemple,
Le discours de Patrick Henry à la page 110 et le passage suivant de Regarder le football de Whitero, le temps de juin de l'enfance, qui rassemblait les années en une courte lune, lorsque toutes les choses que j'entendais ou voyais m'attendaient à moi, leur propriétaire. J'étais riche en fleurs et arbres, en colibris et abeilles. Pour mon divertissement, l'écureuil jouait, la taupe du museau utilisait sa pelle. Pour mon plaisir, la ronce enroulait son cône autour de la haie et de la pierre, le ruisseau riait pour mon enchantement, jour et nuit, chuchotant sur le mur du jardin, me parlant de l'automne. En automne, mettait l'étang des fous de Bassan, sur le sable, mettait les flancs des Nogales. Au-delà, mettait les arbres du verger, les pommes des Hespérides. Cependant, à mesure que mon horizon s'élargissait, aussi augmentaient mes richesses. Tout ce que je voyais ou connaissais semblait être un jouet chinois complexe créé par un enfant pieds nus. Soyez prudent en réglant le tempo pour que le mouvement ne soit pas trop rapide. C'est un défaut courant chez les orateurs amateurs. La règle de Madame Sido était prenez votre temps. Il y a 100 ans, dans les milieux médicaux, on utilisait un remède connu sous le nom de remède de la carabine. C'était un mélange d'environ 50 ingrédients différents et il était administré aux patients dans l'espoir qu'au moins l'un d'eux soit efficace. Cela semble être un schéma assez pauvre pour la médecine, mais il est bon d'utiliser le tempo de la carabine pour la plupart des discours, car il offre une variété. Le tempo, comme le régime alimentaire, est meilleur lorsqu'il est mélangé. Question et exercice, définir le tempo. Quels mots proviennent de la même racine? Qu'est-ce qu'un changement de rythme? Quel effet cela produit-il? 3 méthodes pour détruire la monotonie et gagner en force en parlant. Observez les changements de rythme dans une conversation ou un discours que vous écoutez. Sont-ils également faits? Pourquoi? Illustress. Chapitre 6. Pause et puissance. Le véritable travail de l'artiste littéraire est de tendre ou de tisser son sens en l'enveloppant autour de lui-même, de sorte que chaque phrase, à travers des phrases successives, devienne d'abord une sorte de nœud, puis, après un moment de signification suspendue, se résolve et se dégage. George Sansbury sur le style de la prose anglaise, dans Miscellanéo. La pause a une valeur distincte exprimée dans le silence. En d'autres termes, tandis que la voix attend, la musique du mouvement continue. La manipuler avec ses délicatesses et compensations requiert cette même finesse d'ouïe sur laquelle nous devons compter pour tout rythme de prose impeccable. Quand il n'y a pas de compensation, quand la pause est inadvertie, il y a une sensation de secousse et de manque, comme si une épingle ou un support était tombé. John Franklin, The Working Principle. La pause dans le discours public n'est pas un simple silence, c'est un silence qui devient éloquent. Quand un homme dit « c'est un profond plaisir qu'on m'ait permis de vous parler ce soir », je dois dire que ce n'est pas une pause, c'est un trébuchement. Il est concevable qu'un orateur soit efficace malgré les trébuchements, mais jamais à cause d'eux. D'autre part, l'un des moyens les plus importants pour développer le pouvoir en éloquence est de faire une pause avant ou après, ou les deux, un mot ou une phrase importante. Personne désireux d'être un orateur puissant ne peut se permettre de négliger ce principe, l'un des plus significatifs tiré de l'écoute des grands orateurs. Étudiez cet appareil potentiel jusqu'à ce que vous l'ayez absorbé et assimilé. Il semblerait que ce principe de la pause rhétorique devrait être facilement compris et appliqué, mais une longue expérience dans la formation d'étudiants universitaires et d'orateurs plus matures a montré que l'homme moyen ne possède pas plus facilement cette ressource quand elle lui est expliquée pour la première fois que s'il lui parlait en Indostanie. Cela peut être dû au fait que nous ne dévorons pas avec avidité le fruit de l'expérience quand il nous est présenté de manière impressionnante sur un plateau d'autorité. Nous aimons arracher le fruit nous-mêmes, non seulement il a meilleur goût, mais nous n'oublions jamais cet arbre. Heureusement, ce n'est pas une tâche difficile dans ce cas, car les arbres se dressent denses autour de nous. Un homme défend la cause d'un autre. Cet homme, mes amis, a fait ce merveilleux sacrifice pour vous et pour moi. La pause n'a-t-elle pas étonnamment accru le pouvoir de cette déclaration? Voyez comment elle a réuni la force de la réserve et de l'impressionnabilité pour prononcer les mots. Pour toi et pour moi, répète ce passage sans faire de pause. Il a perdu en efficacité naturellement lors d'une pause préméditée de ce type, l'esprit de l'orateur se concentre sur la pensée qu'il va exprimer. Il n'osera pas laisser divaguer ses pensées un seul instant,
mais plutôt les concentrera sur le sacrifice dont le service, la douceur et la divinité imposent son appel. La concentration est donc le grand mot ici, aucune pause sans elle ne peut parfaitement atteindre la cible. La pause efficace réalise un ou plusieurs des 4 résultats suivants. La pause permet à l'esprit de l'orateur de rassembler ses forces avant de lancer la dernière salve. Il est souvent dangereux de se précipiter au combat sans faire de pause dans la préparation ou en attendant les renforts. Considérez le massacre de Custée comme un exemple. Vous pouvez... Qu'est-ce qui vous fait aimer le retour des vacances? A priori, pas grand-chose. En revanche, vos enfants, ils sont déjà au taquet pour allumer une allumette en la mettant sous une lentille et en concentrant les rayons du soleil. N'attendez pas que l'allumette brûle si vous secouez la lentille d'un côté à l'autre rapidement. Faites une pause et l'objet recueillera la chaleur. Vos pensées n'enflammeront pas les esprits de vos auditeurs à moins qu'il y ait une pause pour recueillir la force qui se produit avec 1 ou 2 secondes de concentration. Les érables et les puits de gaz ne explosent que rarement de manière continue. Lorsque vous désirez un débit plus fort, faites une pause. La nature a le temps de rassembler ses réserves et lorsque l'arbre ou le puits est rouvert, le résultat est un débit plus fort. Utilisez le même bon sens avec votre esprit. Si vous voulez qu'une pensée soit particulièrement efficace, faites une pause juste avant de la prononcer, concentrez vos énergies mentales, puis exprimez-la avec un vigueur renouvelée. Carlyle avait raison. Ne parle pas, je t'en prie, avec passion jusqu'à ce que ta pensée ait mûri dans le silence. De ce silence naît ta force. Le discours est argenté, le silence est doré. Le discours est humain, le silence est divin. Le silence a été appelé le père de la parole, et il devrait en être ainsi. Trop de nos discours publics n'ont pas de père, ils vont et viennent sans pause ni repos comme un torrent. Écoutez les enfants, le policier du coin, la conversation familiale autour de la table, et voyez combien de pauses ils utilisent naturellement car ils sont inconscients des effets. Lorsque nous nous présentons devant le public, nous jetons la plupart de nos méthodes naturelles d'expression au vent et nous nous efforçons d'obtenir des effets artificiels. Reviens aux méthodes de la nature et fais une pause. 2. La pause prépare l'esprit de l'auditeur à recevoir ton message. Herbert Spencer a dit que tout l'univers est en mouvement. C'est ainsi, et tout mouvement parfait est rythme. Une partie du rythme est le repos suit l'activité dans toute la nature. Par exemple, le jour et la nuit, le printemps, l'été, l'automne, l'hiver, une période de repos entre les respirations, un instant de repos complet entre les battements du cœur. Fais une pause et donne un répit à la capacité d'attention de ton public. Ce que tu dis après ce silence aura beaucoup plus d'effet. Lorsque ses cousins campagnards viennent en ville, le bruit d'une voiture qui passe les réveille. Bien que cela affecte rarement un habitant expérimenté de la ville, le passage continu des voitures a amorti son pouvoir d'attention chez quelqu'un qui visite la ville, mais le besoin d'attention est rarement insistante pour lui. Le bruit arrive après une longue pause, d'où sa puissance. Pour vous, habitants de la ville, il n'y a pas de pause, d'où la faible valeur de l'attention. Après avoir voyagé en train pendant plusieurs heures, vous vous habituerez tellement à son bruit que vous perdrez votre attention, à moins que le train ne s'arrête et ne redémarre. Si vous essayez d'écouter le tic-tac d'une montre qui est si loin que vous pouvez à peine l'entendre, vous découvrirez que parfois vous ne pouvez pas le distinguer, mais en quelques instants, le son redevient net. Votre esprit se reposera, que vous le vouliez ou non, l'attention de votre public agira de la même manière. Reconnaissez cette loi et préparez-vous à elle. Fais une pause. Le pensée qui suit une pause est beaucoup plus dynamique que si elle n'y avait pas eu de pause. Ce qui te sera dit la nuit n'aura pas le même effet sur ton esprit que si cela avait été dit le matin, lorsque ton attention a été récemment rafraîchie par le repos du sommeil. On nous dit dans les premières pages de la Bible que même l'énergie créatrice de Dieu a reposé le 7e jour. Tu peux être sûr alors que la fragile finitude de ton public exigera également une pause. Observe la nature, étudie ses lois et obéis-leur dans ton discours. 3. La pause crée un suspense efficace. Le suspense est responsable d'une grande partie de notre intérêt pour la vie. Le même phénomène se produira avec votre discours. Une pièce de théâtre ou un roman perdent souvent beaucoup de leur intérêt si l'on connaît l'intrigue à l'avance. Nous amens deviner lu denuma.
La capacité de créer du suspense fait partie du pouvoir de la femme pour retenir l'autre sexe. L'acrobate de cirque utilise ce principe lorsqu'il échoue délibérément à plusieurs reprises dans une tentative pour accomplir un exploit, puis y parvient. Même la manière délibérée dont il organise les préliminaires augmente notre attente. Nous aimons qu'on nous fasse attendre. Dans le dernier acte de la pièce Polly of the Circus, il y a une scène de cirque où un chien fait une pirouette arrière sur le dos d'un poney qui court. Une nuit, quand il a hésité et qu'il a fallu le flatter et travailler avec lui pendant longtemps avant qu'il ne réalise son exploit, il a reçu beaucoup plus d'applaudissements que lorsqu'il a fait son tour immédiatement. Non solment nous amens attendra, mais nous apprecians si que nous attendans. Si les poissons mordent trop rapidement, le sport cesse d'être amusant. C'est ce même principe de suspense qui vous retient dans une histoire de Sherlock Holmes. Vous attendez de savoir comment le mystère sera résolu et si cela se fait trop tôt, vous abandonnez le récit. La recette de Wilkie Collins pour l'écriture de fiction s'applique également au discours public. Fais-les rire, fais-les pleurer, fais-les attendre, et surtout, fais-les attendre. Si vous ne le faites pas, vous pouvez être sûr qu'ils ne riront ni ne pleureront. Ainsi, la pause est un outil précieux entre les mains d'un orateur formé pour éveiller et maintenir le suspense. Une fois, nous avons entendu le Seigneur Brian prononcer un discours auquel j'ai eu le privilège d'assister, et il a fait une pause pendant que le public se demandait pendant une seconde à qui il avait eu le privilège d'écouter. Et puis, c'était une autre pause. Nous savions un peu plus sur l'homme qu'avait écoute, mais nous demandions toujours à quel évangéliste il faisait référence. Et ensuite, il a conclu, Drive, et le Seigneur Brian a fait une petite pause de nouveau et a maintenu l'auditoire dans un bref moment de suspense quant à la façon dont il avait considéré le Seigneur Moody. Puis il a continué en disant qu'il le considérait comme le plus grand prédicateur de son époque. Laissons les tirets illustrer les pauses et nous aurons ce qui suit. J'ai eu le privilège d'écouter le grand évangéliste Whitfield Moody. J'ai fini par le considérer comme le plus grand prédicateur de son époque. L'orateur inexpérimenté aurait sauté cela sans pause ni suspense, et les phrases auraient été perdues devant le public. C'est précisément l'application de ces petites choses qui fait la différence entre l'orateur réussi et celui qui ne l'est pas. Faire une pause après une idée importante donne le temps pour qu'elle pénètre. Tout agriculteur du Missouri vous dira qu'une pluie qui tombe trop rapidement s'écoule dans les ruisseaux et ne fait pas beaucoup de bien aux cultures. On raconte l'histoire d'un diacre des champs qui priait pour qu'il pleuve de cette manière. « Seigneur, ne nous envoie pas de jet d'eau, donne-nous simplement une bonne bruine. » Un discours, comme une pluie, ne fera pas beaucoup de bien à personne s'il arrive trop rapidement pour être absorbé. La femme de l'agriculteur suit le même principe en lavant le linge. Elle le met dans l'eau et fait une pause de plusieurs heures pour qu'il s'imbibe. Le médecin met de la cocaïne dans les cornets et fait une pause pour qu'elle soit absorbée avant de la retirer. Pourquoi n'utilisons-nous pas ce principe partout, sauf dans la communication des idées? Si vous avez donné au public une grande idée, faites une pause d'1 ou 2 secondes et laissez-la cogiter. Observez l'effet après que la fumée se soit dissipée. Il se peut que vous ayez à dissiper un autre projectile de 14 pouces sur le même sujet avant de démolir la citadelle de l'erreur que vous essayez de détruire. Prenez votre temps, ne laissez pas votre discours ressembler à celui de ces touristes qui essaient de voir New York en un jour. Ils consacrent 15 minutes au chef-d'œuvre du Metropolitan Museum of Art, 10 minutes au musée d'histoire naturelle, jettent un coup d'œil à l'aquarium, se dépêchent de traverser le pont de Brooklyn, montent précipitamment aux eaux et retournent à la tombe de Grant, et cela, ils appellent voir New York. Si vous vous précipitez à travers les points importants sans faire de pause, votre public se fera une idée tout aussi inadéquate de ce que vous avez essayé de transmettre. Prenez votre temps, vous en avez autant que le plus riche de nos milliardaires, votre public vous attendra. Se dépêcher est un signe de petitesse. Les grandes séquoias de Californie ont jailli du sol 500 ans avant que Socrate ne boive sa coupe de ciguë, et aujourd'hui seulement, elles sont à leur apogée. La nature nous fait honte avec notre hâte mesquine. Le silence est l'une des choses les plus éloquentes au monde. Maîtrisez-le et utilisez-le à travers la pause. Dans les sélections suivantes, des tirets ont été insérés là où les pauses peuvent être efficacement utilisées. Naturellement, certaines d'entre elles peuvent être omises et d'autres insérées sans se tromper. Un orateur interprétera un passage d'une manière, un autre d'une autre.
C'est en grande partie une question de préférence personnelle. Une douzaine de grands acteurs ont bien joué Hamlet et pourtant chacun d'eux a interprété le rôle différemment. Ce qui se rapproche le plus de la perfection est une question d'opinion. Vous aurez plus de succès si vous osez suivre votre propre chemin, si vous êtes suffisamment individuel pour ouvrir un sentier original. Un moment de pause, un moment de saveur d'être le puits au milieu des déchets. Et voici que la caravane fantôme est arrivée à rien d'où elle est partie. L'espoir mondain auquel les hommes placent leur cœur se transforme en cendre ou prospère. Et peu de temps après, comme la neige sur le visage poussiéreux du désert, éclairant une heure ou deux, l'oiseau du temps ne fait que voler un peu, et l'oiseau est dans l'aile. Vous remarquerez que la ponctuation n'a rien à voir avec la pause. Vous pouvez passer très rapidement par un point et faire une longue pause où il n'y a aucun type de ponctuation. La pensée est plus grande que la ponctuation et doit vous guider dans vos pauses. Un livre de vers sous la branche, une cruche de vin, un pain et toi à mes côtés chantant dans le désert. Il ne faut pas confondre la pause pour l'accentuation avec les pauses naturelles qui se produisent en prenant de l'air et en phrasant. Par exemple, observez les pauses indiquées dans cette sélection de Byron. Mais tais-toi, je t'écoute. Ce son profond éclate à nouveau, de plus en plus près, plus clair, plus mortel qu'avant. Arme. Arme est le rugissement initial du canon. Inutile de s'étendre sur ces distinctions évidentes. Vous remarquerez que dans la conversation naturelle, nos mots sont regroupés en grappes ou phrases et nous faisons souvent une pause pour reprendre notre souffle entre elles. Par conséquent, en parlant en public, respirez naturellement et ne parlez pas jusqu'à ce que vous ayez besoin de halter, ou que le public soit également à bout de souffle. Une série d'avertissements doit être faite. Ne faites pas trop de pauses, sinon votre discours deviendra lourd et recherché, et ne pensez pas que la pause peut transformer les pensées communes en un discours grand et digne. Une grandiose combinaison avec des idées insignifiantes est comme embellir un enlétonien avec un âne. Rappelez-vous la farce de la déclamation de l'ancienne école, un meurtre à minuit qui se déroulait de manière grandiose jusqu'à atteindre un climax excitant et se terminait en tuant impitoyablement un moustique. La pause, utilisée de manière dramatique, provoque toujours le rire des auditeurs tolérants. C'est très bien dans la farce mais c'est un anticlimax, cela devient douloureux lorsque l'orateur passe du sublime au ridicule involontairement. Pour être efficace d'une manière qui ne soit pas un boomerang, la pause doit précéder ou suivre une pensée qui en vaut vraiment la peine, ou du moins une idée dont la relation avec le reste du discours est importante. Il relate son volumineux discours improvisé, un exemple de l'utilisation inconsciente de la pause par un grand homme d'État et orateur américain. Il avait visité les chutes du Niagara et devait prononcer un discours à Buffalo le même jour. Mais malheureusement, il s'était assis trop longtemps à prendre du vin après le dîner. Quand il se leva pour parler, l'instinct oratoire lutta contre les difficultés alors qu'il déclarait « Messieurs, j'ai contemplé votre magnifique cascade de 147 pieds de hauteur. Messieurs, la Grèce et Rome à leur meilleur moment n'ont jamais eu une cascade de 147 pieds de hauteur. » Questions ET exercises. Nommez 4 méthodes pour détruire la monotonie et gagner en puissance en parlant. Quels sont les 4 effets spéciaux de la pause? Observez les pauses dans une conversation, une pièce de théâtre ou un discours. Quels sont les meilleurs qui auraient pu être utilisés? Chapitre 7. Efficacité grâce à l'intonation. Comme la musique douce des cloches du village tombant à intervalles sur l'oreille dans une douce cadence, maintenant s'éteignant, maintenant sonnant forte à nouveau et plus forte encore, claire et sonore, comme le vent vient avec une force douce, ouvre toutes les cellules où la mémoire dormait. William Cowper, La Tache. Herbert Spencer a noté que la cadence, c'est-à-dire la modulation des tons de la voix en parlant, est le centenaire continu des émotions sur les propositions de l'intellect. Combien c'est vrai lorsque nous réfléchissons que les petites nuances montantes et descendantes de la voix disent avec plus de vérité ce que nous voulons dire que nos mots. L'expressivité du langage est littéralement multipliée par ce pouvoir subtil de nuancer les tons vocaux, et à cette nuance de la voix, nous l'appelons l'inflexion. Le changement de ton à l'intérieur d'un mot est encore plus important car il est plus délicat que le changement de ton d'une phrase à une autre. En fait, on ne peut pas pratiquer l'un sans l'autre. Les mots nus ne sont que des briques, l'inflexion les transformera en trottoir, en garage ou en cathédrale.
C'est le pouvoir de l'inflexion de changer le sens des mots qui a donné naissance au vieux dicton. Ce n'est pas tant ce qui est dit, mais comment c'est dit. Madame Gesson, commentatrice de Shakespeare, nous a donné un exemple percutant de l'effet de l'inflexion dans sa personnification du rôle de Lady Macbeth. Madame Seydoux a adopté successivement 3 intonations différentes pour prononcer les mots oueffable. Au début, une interrogation rapide et méprisante oueffable, puis avec un accent d'admiration Wisfell, enfin un accent de stupéfaction indigné qui mettait l'accent principal sur le mot oueffable. Enfin, elle s'est fixée sur ce que je suis convaincu d'être la véritable lecture. Nous avons échoué avec un simple point, modulant la voix vers un ton profond, bas et résolu qui tranche la question immédiatement, comme si elle avait dit « Si nous avons échoué, alors nous avons échoué, et tout est fini ». Cet élément, le plus expressif de notre discours, est le dernier à maîtriser pour obtenir la naturalité en parlant une langue étrangère, et son utilisation correcte est l'élément principal pour une prononciation naturelle et flexible de notre langue maternelle. Sans inflexion variée, le discours devient monotone. Il n'y a que 2 types d'inflexion, ascendante et descendante. Mais ces 2 peuvent être nuancées ou combinées de telle manière qu'elles sont capables de produire autant de variétés de modulation qu'elles peuvent être illustrées par 1 ou 2 lignes droites ou courbes. Ainsi, ascension aiguë, ascension longue, niveau, long déclin, ascension aiguë et déclin et ascension aiguë, ondulatoire, etc. Ces variations peuvent être variées indéfiniment et servent simplement à illustrer les larges variétés de combinaisons qui peuvent être effectuées avec ces 2 simples inflexions de la voix. Il est impossible d'énumérer les différentes inflexions qui servent à exprimer les différentes nuances de pensée et de sentiment. Voici quelques suggestions, ainsi que de nombreux exercices à pratiquer. Mais la seule véritable façon de maîtriser l'inflexion est d'observer, d'expérimenter et de pratiquer. Par exemple, prenons la phrase courante « Oh, c'est bien ». Notez comment une inflexion ascendante peut exprimer un léger éloge ou un doute poli ou une opinion incertaine. Ensuite, observez comment les mêmes mots prononcés avec une inflexion généralement descendante peuvent signifier la certitude ou l'approbation volontaire ou un éloge enthousiaste, etc. En général, nous trouvons alors qu'une inflexion ascendante de la voix suggérera le doute et l'incertitude, tandis qu'une inflexion résolument descendante suggérera que vous êtes sûr de votre terrain. Les étudiants n'aiment pas qu'on leur dise que leurs discours ne sont pas mal prononcés avec une inflexion ascendante. Prononcer ces mots avec une inflexion longue et descendante avaliserait assez fermement le discours. Dites au revoir à une personne imaginaire que vous espérez revoir demain après un cher ami que vous ne comptez pas revoir. Notez la différence d'inflexion lorsque qu'une femme frivole dit « Je me suis bien amusé » à la fin d'un thé formel. L'inflexion est totalement différente de celle des mêmes mots prononcés entre amants qui ont apprécié. Répétez cela avec les 2 personnages et observez la différence. Prononcez les 2 sélections suivantes avec sérieux et observez comment les inflexions diffèrent des précédentes. Puis relisez ces sélections de manière légère et superficielle, en notant que le changement d'attitude est exprimé par un changement d'inflexion. Lorsque je lis un fait sublime chez Plutarque ou un acte désintéressé dans une ligne de poésie, je ne frémis pas sous une légende héroïque. Ce n'est plus un conte de fées, je l'ai vu égaler. Le sentiment est plus profond que toute pensée, et l'âme ne peut jamais enseigner ce qu'elle-même a appris. Il doit être parfaitement clair que l'inflexion se réfère surtout à des nuances subtiles et délicates à l'intérieur des mots individuels et ne se réalise en aucune manière par une montée ou une descente générale de la voix en prononçant une phrase. Cependant, certaines phrases peuvent être prononcées efficacement avec ce type d'inflexion. Essayez cette phrase de différentes manières sans moduler jusqu'aux 2 dernières syllabes, comme indiqué. Essayez maintenant cette phrase en accentuant les mots importants pour leur donner différentes nuances. Les premières formes illustrées ci-dessus montrent le changement de ton à l'intérieur d'un seul mot. Les formes que vous élaborerez doivent montrer plusieurs inflexions de ce type tout au long de la phrase. Et pourtant, je leur ai dit indistinctement. Il faut être prudent de ne pas exagérer, car un excès de modulation produit un effet désagréable d'artificialité, comme celui d'une matrone mûre qui tente d'être une chatte. Il y a un pas très court entre l'expression véritable et le burlesque involontaire. Examinez vos propres tons. Prenez une seule expression comme « oh », « je vois » ou « en effet », et par une auto-examination patiente,
voyez combien de nuances de sens peuvent être exprimées par la modulation. Ce type de pratique de bon sens vous servira plus qu'un livre de règles, mais n'oubliez pas d'écouter votre propre voix. Définissez avec vos propres mots les termes, cadence, modulation, inflexion et accent. Nommez 5 façons de détruire la monotonie et de gagner en efficacité dans le discours. Quels états d'esprit signifie l'inflexion descendante? Faites une liste aussi complète que possible. Faites de même avec l'inflexion ascendante. Comment la voix est-elle modulée pour exprimer? A. La surprise, B. La honte, C. La haine, D. La formalité, E. L'émotion. Relisez une phrase plusieurs fois et en utilisant différentes inflexions, changez le sens à chaque lecture. Observez les inflexions utilisées dans un discours ou une conversation. Étaient-elles les meilleures à utiliser pour mettre en évidence le sens, la critique et l'illustration? Répétez les passages suivants. Il a fait le chevalier, il l'a complètement fait et Dieu dit, que la lumière soit, et la lumière fut. Inventez une question indirecte et montrez comment elle est naturellement inflexionnée. Une question directe nécessite toujours une inflexion ascendante. Illustress. Illustrez comment la fin complète d'une expression ou d'un discours est indiquée par l'inflexion. Faites de même pour l'idée incomplète. Illustrez A. Le tremblement, B. L'hésitation et C. Le doute par l'inflexion. Montrez comment le contraste peut être exprimé. Essayez les effets des inflexions ascendantes et descendantes sur les mots en italique des phrases suivantes et indiquez votre préférence. Ah, señor, estoy persuadido, es más, estoy decidido a hablar. B. Se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Chapitre 8. Concentration dans la livraison. L'attention est le microscope de l'œil mental. Sa puissance peut être élevée ou basse, son champ de vision étroit ou large. Lorsqu'une puissance élevée est utilisée, l'attention se trouve dans des limites très circonscrites, mais son action est extrêmement intense et absorbante. Elle ne voit que quelque chose, mais ces quelques-unes sont observées en détail. L'énergie et l'activité mentale, qu'il s'agisse de perception ou de pensée, ainsi concentrées, agissent comme les rayons du soleil concentrés par le ver brûlant. L'objet s'illumine, se réchauffe, s'embrase. Les impressions sont si profondes qu'elles ne peuvent jamais être effacées. Ce type d'attention est la condition principale du travail mental le plus productif. Daniel Putman, Psychologie. Essayez de frotter le dessus de votre tête de haut en bas tout en tapotant votre poitrine. À moins que votre capacité de coordination ne soit bien développée, cela vous semblera confus, voire impossible. Le cerveau a besoin d'un entraînement spécial pour pouvoir faire 2 ou plusieurs choses de manière efficace en même temps. Il peut sembler qu'il y ait un cheveu entre votre coin nord et nord-ouest, mais certains psychologues soutiennent qu'aucun cerveau ne peut penser à 2 pensées distinctes absolument simultanément. Ce qui semble être simultané est en réalité une rotation très rapide de la première pensée à la deuxième et vice-versa. Comme dans l'expérience précédemment mentionnée, l'attention peut passer d'une main à l'autre jusqu'à ce que l'un ou l'autre mouvement devienne partiellement ou totalement automatique. Quelle que soit la vérité psychologique de cette affirmation, il est indéniable que l'esprit perd sensiblement le contrôle d'une idée lorsque l'attention est projetée fermement vers une deuxième ou troisième idée. Un défaut commun et préjudiciable chez les orateurs publics est qu'ils essaient de penser à la phrase suivante tout en continuant à prononcer la première, ce qui entraîne une perte de concentration. En conséquence, ils commencent les phrases avec force et les terminent avec faiblesse. Dans un discours écrit bien préparé, le mot emphatique se trouve généralement à la fin de la phrase, mais un mot emphatique a besoin d'une expression emphatique. Il sait précisément ce qui n'est pas accompli lorsque la concentration faiblit en sautant trop tôt à ce qui va être prononcé ensuite. Concentre toutes tes énergies mentales sur la phrase actuelle. Rappelle-toi que l'esprit de ton public suit de très près le tien et s'il retire son attention de ce que tu dis, de ce que tu vas dire, ton public retirera aussi la sienne. Ils peuvent ne pas le faire consciemment et délibérément, mais ils cesseront sûrement de donner de l'importance aux choses que tu méprises toi-même. C'est fatal pour l'acteur ou l'orateur de traverser ces ponts trop rapidement. Bien sûr, tout cela ne veut pas dire que dans les pauses naturelles de ton discours, tu ne devrais pas jeter rapidement un coup d'œil en avant. C'est aussi important que de regarder devant en conduisant une voiture. La prudence est différente. Pendant que tu dis une phrase,
Ne pense pas à la suivante. Laisse-la surgir de sa propre source en toi. On ne peut pas lancer une attaque sans une force concentrée, c'est ce qui produit l'explosion dans la préparation. Accumule et concentre la pensée et le sentiment dans les pauses pendant le discours. Regarde rapidement en avant et prépare-toi pour une attaque efficace. Pendant les moments du discours réel, parle, ne prévois pas. Si tu divises ton attention, tu divises ton pouvoir. Cette question de l'effet de l'homme intérieur sur l'extérieur a besoin d'un mot de plus ici, particulièrement en ce qui concerne la concentration. Que lit Monseigneur Hamlet? Répondit Polonius. Des mots, des mots, des mots. C'est un problème mondialement ancien. L'appel mécanique des mots n'est pas expression. As-tu déjà remarqué à quel point un discours mémorisé sonne souvent creux? On a entendu la cadence mécanique et déroutante d'acteurs, d'avocats et de prédicateurs inefficaces. Leur problème est mental. Ils ne pensent pas concentrément aux pensées qui font sortir les mots avec sincérité et conviction, mais se contentent d'énoncer mécaniquement les sons des mots. C'est une expérience douloureuse à la fois pour le public et pour l'orateur. Un perroquet est tout aussi éloquent. Encore une fois, Shakespeare nous instruit, cette fois-ci dans la prière déshonnête du roi. Le frère d'Hamlet se lamente ainsi de façon poignante. Mes paroles s'envolent vers le haut, mes pensées semblent en bas, les mots sans pensée ne montent jamais au ciel. La vérité est que, en tant qu'orateur, tes mots doivent naître à nouveau chaque fois qu'ils sont prononcés, ainsi ils ne souffriront pas dans leur élocution. Même s'ils ont été forcément mémorisés et répétés, comme dans la conférence du docteur Russell-Acre sur les diamants 5000 fois, de tels discours ne perdent rien avec la répétition, car ils émergent d'une pensée et d'un sentiment profond, et non d'un simple besoin de dire quelque chose, ce qui signifie souvent n'importe quoi, et cela équivaut à rien si la pensée sous-jacente à tes mots est chaleureuse, fraîche, spontanée, une partie de ton être, ton expression aura souffle et vie. Les mots ne sont qu'un résultat, n'essaie pas d'obtenir le résultat sans stimuler la cause. À quoi sert la force de volonté? Elle doit se concentrer en retirant subtilement son attention de tout le reste. Si vous concentrez vos pensées sur une douleur qui vous afflige, cette douleur deviendra plus intense. Comptez vos bénédictions et elles se multiplieront. Centrez vos pensées sur vos coups et votre jeu de tennis s'améliorera graduellement. Se concentrer simplement sur une chose, sans prêter attention à autre chose. Si vous découvrez que vous ne pouvez pas le faire, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Adressez-vous d'abord à cela, éliminez la cause et le symptôme disparaîtra. Lisez le chapitre sur la force de volonté, cultivez votre volonté en le voulant, puis en agissant. À tout prix, concentrez-vous et vous gagnerez. Chapitre 9, Force. Cependant, il est prudent d'être prévenant. L'indifférence ne produit certainement pas d'angoisse. L'enthousiasme précipité dans la bonne société n'est rien d'autre qu'une ivresse morale. Byron, Don Juan. Tu as assisté à des pièces de théâtre qui t'ont semblé justes mais qui ne t'ont ni ému ni captivé dans le langage théâtral. Elles n'ont pas réussi à atteindre, ce qui signifie que leur message n'a pas dépassé les lumières des pieds du public. Il n'y avait aucun coup, aucun piquant, elles n'avaient pas de force. Bien sûr, tout cela signifie un désastre en lettres capitales, non seulement dans une production scénique, mais dans tout effort de plateforme. Toute présentation de ce type existe uniquement pour le public. Si elle ne parvient pas à l'impacter et que l'expression est bonne, elle n'a aucune excuse pour vivre, elle ne survivra pas longtemps. Qu'est-ce que la force? Certaines de nos paroles les plus évidentes révèlent des significations secrètes sous le regard attentif, et celle-ci en est une. Pour commencer, nous devons reconnaître la distinction entre la force intérieure et extérieure. L'une est la cause, l'autre l'effet. La première est spirituelle, l'autre physique. Dans cet aspect important, la force animée diffère de la force inanimée. La force de l'homme, qui provient de son intérieur et s'exprime vers l'extérieur, est d'un autre type que la force de la poudre de chimose, qui attend une quelconque influence extérieure pour exploser. Quels que soient les stimuli extérieurs, la véritable source de pouvoir chez l'homme réside en lui-même. Cela peut sembler être une simple psychologie, mais cela a une relation intensément pratique avec l'art oratoire, comme nous le verrons plus tard. Nous ne devons pas seulement identifier la différence entre la force humaine et la simple force physique,
Mais nous devons aussi confondre sa véritable essence avec certaines choses qui peuvent l'accompagner ou non. Par exemple, le bruit n'est pas une force. Bien que la force soit parfois accompagnée de bruit, le simple rugissement n'a jamais été un bon discours. Mais il y a des moments pas des minutes, où la force de la voix peut être utilisée avec un effet énorme. Le mouvement viol n'est pas non plus de la force, mais la force peut conduire à un mouvement violent. Hamlet a conseillé aux acteurs, ne sciez pas trop l'air avec votre main, mais utilisez-la avec douceur, car dans le même flot de tempête, et comment puis-je dire, tourbillon de votre passion, vous devez acquérir et engendrer une tempérance qui lui donne de la douceur. Oh, Sela im offense jusque lame. O you alleron robust compagnon periwin et descherer unpassion in lambos, in chiffons, trace pour divisor lest riles de groundlings. Que pour la plupart inni sont capables de rein diotrichuan spectacle muet et inexplicable et du brute. Je ferai fouetter un type comme ça pour dépasser Thermagan, dépasser Hérode. Je vous prie d'éviter cela. Ne soyez pas trop docile non plus, mais laissez votre discrétion être votre tuteur. Adaptez l'action au mot, le mot à l'action, avec ce respect spécial, ne dépassez pas la modestie de la nature, car toute chose si exagérée est contraire au but du jeu, dont le but, aussi bien au début qu'actuellement, était de soutenir, comme un miroir, la nature, pour montrer à la vertu son propre trait, au mépris son propre visage, et à l'âge et au corps du temps, sa forme et sa pression. Eh bien, ce qui a été fait en excès ou tardivement, bien que cela puisse faire rire les inexpérimentés, ne peut que faire souffrir les sages, dont la censure, selon votre opinion, doit dépasser tout un théâtre d'autres. Oh, Illinois y d'acteurs que vous agir et don't j'ai entendu d'autres lauer. Et cela, en très haut degré, pour ne pas parler profanément, sans avoir l'accent des chrétiens ni le mode de marche des chrétiens païens, ou des hommes se pavanant et se vantant tellement que j'ai pensé que certains des ouvriers de la nature avaient fait des hommes et ne les avaient pas bien faits, imitant de manière si abominable l'humanité. La force est à la fois cause et effet. La force intérieure qui doit émaner vers l'extérieur est une combinaison de 4 éléments qui agissent progressivement. Tout d'abord, la force émerge de la conviction. Tu dois être convaincu de la vérité, de l'importance ou du sens de ce que tu vas dire avant de pouvoir l'exprimer avec force. Tu dois être fermement ancré dans tes convictions avant de pouvoir captiver ton public. La conviction convainc, comme l'a écrit le Saturday Post dans un article sur TR de l'Angleterre. Winston Spencer Churchill a attribué une grande partie du succès de Churchill et Roosevelt dans le discours public à leur discours percutant. Peu importe ce qu'ils tiennent entre leurs mains, ces hommes se font croire, sur le moment, que cette chose est la plus importante sur Terre. C'est ainsi qu'ils s'adressent à leurs auditoires. C'est ce genre de discours qui l'emporte, et c'est cette attitude virile, atténuante et agressive, qui distingue et maintient les carrières des grands leaders. Mais examinons de plus près les origines de la force intérieure. Comment la conviction affecte-t-elle l'homme qui la ressent? Nous savons répondu à la question dans la question elle-même. La conviction produit une tension émotionnelle. Regardez les images de Theodore Roosevelt et de Bill Sunday en action. L'action est le mot-clé. Observez la tension des muscles de leur mâchoire, les lignes tendues des tendons de tout leur corps lorsqu'ils atteignent un pic de force. La force morale et physique se ressemblent en ce qu'elles sont précédées et accompagnées par l'attention des cordes du pouvoir. C'est cette tension de la corde de l'arc, cette contraction musculaire avant le bond, qui fait que le public ressent presque, voit la réserve d'énergie d'un orateur d'une manière vraiment merveilleuse. C'est plutôt ce qu'un orateur ne dit ni ne fait qui révèle la dynamo qu'il porte en lui. Tout peut sortir de cette force accumulée une fois libérée, et c'est ce qui maintient le public attentif, en attente des prochains mots de l'orateur. Après tout, c'est une question de virilité. Car une peluche n'a ni conviction ni tension émotionnelle si elle est rembourrée de sciure de bois. Éloigne-toi de la tribune, car ton propre discours te piquera. De cette conviction, cette tension naît la détermination de faire partager cette conviction, cette tension. Le but est l'épine dorsale de la force. Sans lui, le discours est mou, peut-être brillant, mais c'est l'iridescence de la méduse sans épines. Tu dois maintenir ta détermination si tu veux maintenir ton public. Enfin, toute cette conviction, cette tension, ce dessein, manque de vie et est inutile s'il n'est pas traduit en propulsion. Rappelez-vous comment John, dans ses merveilleuses pensées nocturnes,
Compare l'homme qui impulse son dessein prudent à résoudre, résout et résout à nouveau, puis meurt de la même manière. Ne laissez pas votre force mourir à la naissance, amenez-la à la vie pleine dans votre conviction, votre tension émotionnelle, votre résolution et votre pouvoir de propulsion. La force peut être acquise, oui, si l'acquéreur possède l'une des capacités que nous venons d'exposer. La façon d'acquérir ce facteur vital est suggérée dans son propre analyse. Vivez avec le sujet jusqu'à ce que vous soyez convaincu de son importance. Si votre message ne vous met pas sous tension par lui-même, tirez-le. Lorsqu'un homme est confronté à la nécessité de sauter à travers une fissure, il n'attend pas l'inspiration, mais il met ses muscles en tension pour le saut. Il n'est pas inutile que notre langue anglaise utilise le même mot pour décrire à la fois un puissant mais délicat dispositif en acier et un saut rapide dans les airs. Ensuite, résolvez et laissez tout se terminer par un coup réel. Il vaut la peine de réitérer cette vérité, l'homme intérieur est le facteur final. Il doit fournir le carburant. Le public ou même l'homme lui-même peut ajouter l'allumette. Peu importe laquelle, pourvu qu'il y ait du feu. Mais très habilement construit par son moteur. Peu importe à quel point il fonctionne bien, il n'aura pas de force si le feu s'est éteint sous la chaudière. Peu importe à quel point vous avez maîtrisé l'équilibre, la pause, la modulation et le tempo. Si votre discours manque de feu, il est mort. Ni un moteur mort ni un discours mort ne ramèneront personne. Il y a 4 facteurs de force qui peuvent être contrôlés et acquis: les idées, le sentiment sur le sujet, la rédaction et la livraison. Chacun d'eux est plus ou moins analysé en profondeur dans ce volume, sauf la rédaction, qui nécessite vraiment une étude rhétorique plus approfondie que ce qui peut être tenté ici. Cependant, il est de la plus haute importance que vous sachiez précisément comment la rédaction influe sur la force d'une phrase. Étudiez les principes de travail de la rhétorique de John Franklin Genin ou les traités de rhétorique de Adam Sherman Hill, Baldwin ou de tout autre dont les noms peuvent être facilement appris auprès de n'importe quel professeur. Les mots saxons sont souvent plus percutants que les mots relativistes. Pour la force, on utilise guerre contre plutôt que militance contre. Les mots spécifiques sont plus forts que les mots généraux, précis et plus définitifs que imprécises. Les mots connotatifs, ceux qui suggèrent plus qu'ils ne disent, ont plus de pouvoir que les mots ordinaires. Se laisser marier exprime plus que se marier. Les épithètes, mots descriptifs de manière figurative, sont plus efficaces que les noms directs, dire ce vieux renard a plus de mordant que ce vieux astucieux. Les mots onomatopéiques, ceux qui transmettent le sens par le son, sont plus puissants que d'autres mots, choc est plus efficace que cataclysme. Supprimez les modificateurs, supprimez les connecteurs. Commencez par des mots qui exigent l'attention, terminez par des mots qui méritent d'être distingués. Le professeur Barrett Wander dit « Placez les idées fortes devant les plus faibles pour gagner en force dans le contraste. Évitez une structure de phrases élaborée, les phrases courtes ont plus de force que les longues. Éliminez tous les mots inutiles pour donner de l'importance aux mots vraiment importants. Que chaque phrase soit un bélier condensé, équilibré jusqu'à son coup final dans l'attention. Un langage familier et domestique, s'il n'est pas usé par l'usage, est plus efficace qu'une expression très formelle et académique. Considérez bien la valeur relative des différentes positions dans la phrase afin de donner une place plus importante aux idées que vous souhaitez mettre en avant. Mais quelqu'un dit, n'est-il pas plus honnête de dépendre de l'intérêt inhérent à un sujet, de sa vérité native, de la clarté et de la sincérité de la présentation, et de la beauté de l'expression pour gagner le public? Pourquoi ne pas trouver les hommes plutôt que de les capturer par assaut? Pourquoi utiliser la force? Il y a beaucoup de vérité dans cet appel, mais ce n'est pas toute la vérité. La clarté, la persuasion, la beauté, la simple exposition de la vérité sont toutes essentielles. En fait, toutes sont des parties définies d'une présentation convaincante d'un sujet, sans être les seules parties. Et la viande forte peut ne pas être aussi attirante que la glace, mais tout dépend de l'appétit et de l'étape à laquelle se trouve le repas. On ne peut pas transmettre un message agressif avec de petites caresses, il ne faut pas le lancer avec des coups durs et rapides dans le plexus solaire. On ne peut pas frapper le feu avec un silex ou un public avec des coups d'amour. Dites à un théâtre bondé de manière désinvolte, « Il me semble que la maison est en feu » et votre annonce pourrait être accueillie par un éclat de rire. Si vous prononcez les mots « la maison est en feu »,
ils se bousculeront pour atteindre les sorties. L'esprit et le langage de la force sont définitifs avec la conviction. Aucun discours immortel dans la littérature ne contient des expressions comme il me semble, je dois juger, à mon avis, je suppose, peut-être. Les discours qui vivront ont été prononcés par des hommes qui brûlaient de la force de leur conviction, qui prononçaient leurs mots comme une vérité éternelle. On a dit de Jésus que les gens ordinaires l'écoutaient volontiers parce qu'il enseignait comme quelqu'un qui a de l'autorité. Un public ne sera jamais ému par ce que vous pensez être la vérité ou ce qui, à votre humble avis, peut l'être. Si vous pouvez honnêtement affirmer vos convictions comme vos conclusions, assurez-vous d'avoir raison avant de prononcer votre discours, puis prononcez vos pensées comme si elles étaient un Gibraltar de vérité inattaquable. Prononcez-les avec la main de fer et la confiance d'un Cromwell, affirmez-les avec le feu de l'autorité, prononcez-les comme un ultimatum. Si vous ne pouvez pas parler avec conviction, gardez le silence. Quelle force avait ce jeune ministre qui, craignant d'être trop dogmatique, exhortait ainsi ses auditeurs. Mes amis, comme je suppose que vous l'êtes, il me semble que c'est mon devoir de vous dire que si vous ne vous repentez pas, pour ainsi dire, abandonnez vos péchés et revenez à la justice, si l'on peut dire ainsi, vous serez perdus en quelque sorte. Un discours doit refléter l'époque. Ce n'est pas une époque de douceur et un discours tiède et sans enthousiasme ne remportera pas l'adhésion. C'est le siècle des marteaux-pilons des express terrestres qui passent sous les villes et à travers les tunnels des montagnes, et vous devez insuffler cet esprit dans votre discours si vous voulez émouvoir un public populaire. Depuis un siège de première classe, on écoute une compagnie de premier ordre présenter un drame moderne de Broadway, non pas une comédie, mais un drame passionnant et émouvant. Ne vous laissez pas absorber par l'histoire, réservez toute votre attention à la technique et à la force de l'interprétation. Il y a un coup et un choc, ainsi qu'une intensité infiniment subtile dans les grands discours du climax qui suggèrent cette leçon. La même force bien calculée, contenue et délicatement nuancée, ancrerait simplement vos idées dans l'esprit de votre public. Un pistolet à air comprimé fera tinter une balle contre la vitre d'une fenêtre, mais il faut un fusil pour faire voler une balle à travers la vitre et les murs de chêne au-delà. Quand utiliser la force? Un public n'est pas comme le royaume des cieux. Les violents ne l'emportent pas toujours par la force. Il y a des moments où la beauté et la sérénité doivent être les seules cloches de votre carillon. La force n'est qu'un des grands extrêmes du contraste. N'utilisez ni cette force, ni l'expression calme pour exclure d'autres tonalités. Soyez very et dans la variété. Trouvez une force encore plus grande que celle que vous pourriez atteindre en essayant de l'utiliser constamment. Si vous lisez un essai sur les beautés de l'aube, en parlant de la délicate floraison d'une chèvrefeuille ou en expliquant le mécanisme d'un moteur à gaz, un style vigoureux est totalement inapproprié. Mais lorsque vous faites appel à la volonté et à la conscience pour qu'elle agisse immédiatement, la livraison énergique l'emporte. Dans ces cas, considérez les esprits de votre public comme autant de coffres-forts qui ont été fermés à clé et dont on a perdu la combinaison. N'essayez pas de deviner les combinaisons, versez un peu de nitroglycérine dans les fissures et allumez la mèche. Pendant que ces lignes sont écrites, un entrepreneur dans la rue en bas utilise de la dynamite pour enlever les rochers et poser les fondations d'un grand bâtiment. Lorsque vous souhaitez passer à l'action, n'ayez pas peur d'utiliser la dynamite. Le dernier argument en faveur de l'efficacité de la force dans les discours publics est le fait que tout doit être amplifié pour les besoins de la tribune. C'est pourquoi ces discours ne se lisent pas bien dans les rapports du lendemain matin. Les déclarations semblent grossières et exagérées car elles ne sont pas accompagnées de la livraison énergique d'un orateur brillant devant un public chauffé à l'enthousiasme. Par conséquent, lors de la préparation de votre discours, vous ne devez pas vous tromper du côté des déclarations douces. Votre public atténuera inévitablement vos paroles dans le froid gris de la réflexion ultérieure. Lorsque Phidia fut critiqué pour les contours grossiers et audacieux d'une figure qu'il avait présentée à un concours, il sourit et demanda que sa statue et celle de son rival soient placées sur la colonne destinée à la sculpture. Une fois cela fait, toutes les exagérations et grossièretés, atténuées par la distance, se fondaient en une grâce exquise de lignes et de formes. Chaque discours devait être une étude spéciale d'éducation et de proportion. Omettez le tonnerre de la livraison si vous le souhaitez, mais, comme Wendell Phillips, placez un éclair silencieux dans votre discours, faites que vos pensées respirent et que vos mots brûlent.
Emerson a dit, « Écrivez comme un chat électrique qui émet des étincelles et des décharges dans chaque phrase. » Allez et parlez de la même manière. Insérez le grand bâton dans votre discours, soyez percutant. Questions et exercises. Illustrez en répétant une phrase de mémoire ce que signifie employer la force en parlant. Quel est, à votre avis, le plus important des principes techniques de l'art oratoire que vous avez étudié jusqu'à présent, et pourquoi? Quel est l'effet de trop de force dans un discours? De trop peu? Notez une conversation peu intéressante ou un discours inefficace et dites pourquoi il a échoué. Suggérez comment il pourrait être amélioré. Pourquoi les discours doivent-ils être prononcés avec plus de force que les conversations? Relisez plusieurs fois en faisant tout votre possible pour atteindre la force. Écrivez un discours de 5 minutes dans lequel vous discutez non seulement des erreurs de ceux qui exagèrent et de ceux qui minimisent l'utilisation de la force, mais où vous imitez leurs faiblesses. Ne vous moquez pas, mais imitez de près. Énumérez 10 sujets pour des discours publics et dites lesquels sont les plus susceptibles de nécessiter l'usage fréquent de la force dans leur prononciation. À votre avis, les orateurs ont-ils tendance à faire des erreurs en utilisant trop ou trop peu de force? Expliquez comment les mots précédents décrivent les faiblesses du discours public. Questions et exercises. Illustrez en répétant une phrase de mémoire ce que signifie employer la force en parlant. Quel est, à votre avis, le plus important des principes techniques de l'art oratoire que vous avez étudié jusqu'à présent, et pourquoi? Quel est l'effet de trop de force dans un discours? De trop peu? Notez une conversation peu intéressante ou un discours inefficace et dites pourquoi il a échoué. Suggérez comment il pourrait être amélioré. Pourquoi les discours doivent-ils être prononcés avec plus de force que les conversations? Relisez plusieurs fois en faisant tout votre possible pour atteindre la force. Écrivez un discours de 5 minutes dans lequel vous discutez non seulement des erreurs de ceux qui exagèrent et de ceux qui minimisent l'utilisation de la force, mais où vous imitez leurs faiblesses. Ne vous moquez pas, mais imitez de près. Énumérez 10 sujets pour des discours publics et dites lesquels sont les plus susceptibles de nécessiter l'usage fréquent de la force dans leur prononciation. À votre avis, les orateurs ont-ils tendance à faire des erreurs en utilisant trop ou trop peu de force? Expliquez comment les mots précédents décrivent les faiblesses du discours public. Chapitre 10. Sentiment et enthousiasme. L'enthousiasme est cet esprit secret et harmonieux qui plane sur la production du génie. Isaac d'Israéli, personnage littéraire. Si vous vous adressez à un groupe de scientifiques sur un sujet comme les veines des ailes d'un papillon ou la structure des routes, votre sujet ne suscitera naturellement pas beaucoup de sentiments, ni en vous, ni dans votre auditoire. Ce sont des sujets purement intellectuels. Mais si vous voulez que les hommes votent en faveur d'une mesure qui abolirait le travail des enfants, ou si vous voulez les inspirer à prendre les armes pour la liberté, vous devez toucher directement leurs sentiments. Nous couchons dans de l'itmoeliix, nous science pres du radiat par un journée Freud. Nous mangens de la tarde ux cerises et nous consacrons notre attention à un person du sexe oppose. Non pas parce que nous avons raisonné, que c'est la bonne chose à faire, mais parce que nous le ressentons. Ainsi, personne, sauf un dyspeptique, ne choisit son régime alimentaire à partir d'un tableau. Nos sentiments nous dictent ce que nous devons manger, et en général, comment nous devons agir. L'homme est un animal de sentiments, de sorte que la capacité de l'orateur public à inciter les hommes à l'action dépend presque totalement de sa capacité à toucher leurs émotions. Les mères noires qui voient leurs enfants vendus comme esclaves ont prononcé certains des discours les plus émouvants des États-Unis. Il est vrai que la mère n'avait aucune connaissance de la technique de l'art oratoire, mais elle possédait quelque chose de plus grand que toute technique, plus efficace que la raison, le sentiment. Les grands discours du monde n'ont pas été prononcés sur les réductions tarifaires ou les allocations postales. Les discours qui vivront ont été chargés de force émotionnelle. La prospérité et la paix sont de faibles développeurs de l'éloquence. Lorsque de grandes injustices doivent être corrigées, lorsque le cœur du public brûle de passion, c'est l'occasion d'un discours mémorable. Patrick Henry prononça un discours immortel car à une époque de crise, il plaida pour la liberté. Il s'était éveillé au point de pouvoir s'exclamer honnêtement et passionnément « Donnez-moi la liberté ou la mort ».
Sa renommée aurait été différente s'il avait vécu aujourd'hui et plaidé pour la distinction des juges. Le pouvoir de l'enthousiasme. Les partis politiques engagent des fanfares et paient pour des applaudissements, soutenant que pour obtenir des votes, il est plus efficace de susciter l'enthousiasme que de raisonner. Jusqu'à quel point ont-ils raison dépend des auditeurs, mais il n'y a aucun doute sur la nature contagieuse de l'enthousiasme. Un fabricant de montres de New York a testé 2 séries de publicités pour des montres. L'une argumentait la supériorité de la construction, de la main-d'œuvre, de la durabilité et de la garantie offerte par la montre. L'autre s'intitulait « Une montre dont être fier » et mettait en avant le plaisir et la fierté de la posséder. Cette dernière série s'est vendue 2 fois plus